Bonjour à tous, alors la vidéo que vous vous apprêtez à visionner là maintenant n'est pas une vidéo face cam comme ceci. En fait, c'est une interview qui a été réalisée par une mémorante de Paris 8, je pense, ou de la Salpêtrière, qui fait en fait un mémoire sur les états modifiés de conscience et son mémoire porte sur le shifting en partie. Et donc elle voulait faire une interview avec moi pour me poser des questions étant donné que je suis quand même un expert dans le domaine. Donc, c'est une interview qui est assez longue, j'ai mis toutes les parties. On parlera de shifting, je donnerai mon avis sur le sujet, ce n'est que mon avis. Ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous pensez. Je vous invite vraiment à faire des questions et des réponses, commentaires qui seront construits pour vraiment qu'on discute de ça. C'est un sujet qui est très nouveau. Je sais, comme je le dirai dans la vidéo, que la population qui s'intéresse au shifting est en général très jeune et un peu virulent. C'est toujours les seuls avec lesquels j'ai eu des problèmes, entre guillemets, parce que c'est les seuls qui, quand on attaque le shifting, sont très dogmatiques, on va dire. Donc voilà, moi je vous donne mon avis de quelqu'un qui a fait du shifting, fait du rêve lucide, qui s'est intéressé à tout ça d'un point de vue d'abord amateur et puis ensuite professionnel académique. Je vous donne un point de vue global, c'est ma vision des choses et puis après on en discute avec grand plaisir. Mais cette vidéo, ce sera en fait la vidéo, je pense, la plus complète sur le sujet, même du rêve lucide parce qu'on parle vraiment de tout dans sa globalité. Il n'y aura pas que le shifting. Ceux qui auront le courage de la regarder jusqu'au bout, parce que c'est un peu long, eh bien en fait, vous apprendrez beaucoup de choses. Donc voilà, c'est juste du contenu, c'est un dialogue entre moi et cette personne. Il n'y aura pas spécialement de montage, il n'y a rien, c'est vraiment juste une photo de moi brute parce qu'elle ne voulait pas être vue dans la vidéo. Donc voilà, courage pour le visionnage, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Et n'hésitez pas à faire un commentaire, j'attends vos retours avec impatience. Bon visionnage. Mais volontiers, ouais, si tu trouves qu'il y a des moments intéressants pour mettre sur YouTube, il n'y a pas de souci. Ok, ça va, cool, chouette. Chouette, je me Je dis c'est trouve bien parce que que c'est encore un champ qui est un peu trop méconnu, le rêve lucide et surtout le shifting, parce que les deux commencent à s'entremêler un petit peu. Et donc ouais, je pense que ça peut être intéressant de mettre ça sur YouTube pour les gens. carrément. Justement, en fait, ça fait partie des questions que j'avais, en fait. Mais alors, je voulais pas commencer par ça. Non, dis-moi, je t'en prie, commence par ce que tu veux. Ouais, en fait, parce il y a deux parts de ce que tu fais qui m'intéressent. En fait, il y a la part recherche Ouais. en sciences, etc. Et la part pratiquant. Mhm. Parce que comme tu as les deux casquettes, en fait, c'est super intéressant pour moi d'avoir tes deux points de vue, en fait. Ouais, ok. Donc, alors, je me disais quand même, ce qui serait pas mal, ça serait que si tu pouvais détailler un petit peu la recherche que tu fais en ce moment. J'ai vu tes vidéos sur YouTube et tout, donc je sais à peu près de quoi ça parle et ce que tu fais. Mais ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir, par exemple, à quel endroit, enfin, à quel stade t'en es dans tes recherches. Ok. Est-ce que tu as eu pas mal de participants? Est-ce que tu as réussi à faire des études avec électroencéphalogramme et puis IRM? Vous faites aussi avec l'IRM, c'est ça? Alors, le laboratoire dans lequel j'ai fait mon travail de fin d'études fait tout ça, oui. Maintenant, moi, j'ai pas du tout fait ça parce que la seule étude que j'ai réalisée pour le moment, c'était une étude par questionnaire qui visait à D'accord. caractériser ce que c'était exactement la lucidité. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est contrôler son rêve? Est-ce que c'est être conscient que l'environnement est un rêve? Est-ce que c'est les deux en même temps? Est-ce que c'est autre chose? Et donc, si je réenchaîne sur ce que tu dis ici, moi, j'ai fait mon travail de fin d'études sur le rêve lucide à l'université à Liège. De base, je suis kinésithérapeute. Et c'est uniquement ce travail que j'ai fait. Là, maintenant, je vais entamer un Master 2 en recherche avant de pouvoir faire ma thèse de doctorat dans ce même labo, qui est le Coma Science Group à l'Université de Liège. Parce qu'en fait, vu que je n'ai Ouais. qu'un an de master, je ne peux pas encore faire de doctorat. Je ne peux pas le commencer maintenant. Donc, il faut d'abord que je fasse un Master 2, puis après, je pourrai faire ma thèse. Et donc, Ok. mes recherches, on va dire, c'est un peu compliqué parce que j'ai des recherches à titre personnel que là je fais en posant des questions à des personnes, je recueille des informations. Ici, j'ai pour projet de faire des questionnaires en ligne qui ne vont pas spécialement être utilisés pour vraiment de la documentation sur une étude à proprement parler, mais plus pour après, moi, savoir vers quoi je pourrais me lancer pour ma thèse éventuellement. Également, j'ai une communauté qui est super chouette pour ça, parce que du coup, ben, quand j'ai fait mon travail de fin d'études, j'ai eu un nombre de réponses qui est incroyable sur un sujet qui est hyper compliqué. En plus, le document était en anglais, donc c'était vraiment pas facile. Et j'ai eu vraiment un nombre de réponses qui était plutôt sympa, même si au final, on n'a pas pu garder tout le monde. Je pense que c'est bien pour plus tard si je veux vraiment lancer quelque chose.
Ok, super. Et du coup, là, avec les premiers questionnaires que tu as mis en route, tu as une ligne de recherche, enfin, il y a des questions qui apparaissent qui sont intéressantes pour toi? Alors, donc le travail, c'était de, oui, donc le travail, c'était de savoir caractériser la lucidité. De base, on voulait créer une première échelle qui permettrait de mesurer les niveaux de lucidité dans le rêve, parce que on pense en fait qu'il y a des niveaux, parce que des fois dans ton rêve, tu es un peu conscient que c'est un rêve, tu te poses certaines questions, des fois tu es très très conscient. Il y a aussi un changement au niveau de l'atmosphère, est-ce que tu vois nettement ce qu'il y a autour de toi, est-ce que tu le vois de manière floue? Et donc on se rend compte qu'il y a différents niveaux de lucidité, même dans ce que tu peux faire, est-ce que tu arrives à bien contrôler les gens dans ton rêve, est-ce que tu n'arrives pas du tout à contrôler les gens, l'environnement, tu n'arrives à rien faire. Donc tout ça, ça va dépendre de ton niveau de lucidité et d'expérience, c'est pour ça que c'est difficile à faire. Et donc l'idée, c'était de base de faire cette échelle, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il en existait déjà une, qui était réalisée par le docteur Ursula Voss. Sauf qu'au début, on voulait la traduire. Moi, je me suis dit, ok, trop bien, on va la traduire. Et quand j'ai lu l'échelle, je me suis rendu compte qu'elle était, elle était un peu nulle. En fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui allaient vraiment, Ok. vraiment pas. Il y avait des, si on voulait vraiment mesurer la lucidité, il y avait des sortes de corrélations inversées dans l'échelle, parce que si on va, l'échelle, c'était plus on a de points, plus on est lucide. Mais il y a des éléments où, par exemple, plus on avait de points à une question, moins ça voulait dire qu'on était lucide. Il y a des choses qui demandent, par exemple, il y avait une question où c'est si j'arrive à prendre le contrôle des personnages dans mon rêve. Et donc là, si on arrive très bien à les contrôler, c'est une échelle de Likert, on avait 5 points. Et par exemple, si on n'a pas de personnages dans son rêve, on ne peut pas les contrôler. Or, ça ne Ouais, dépend pas ok. de la lucidité, ça dépend du contenu du rêve. Et par exemple, du coup, quelqu'un qui devrait répondre au zéro à ça serait considéré comme moins lucide. Donc en fait, il y avait pas mal de soucis dans cette échelle qui était basée aussi sur des anciennes croyances sur les rêves qu'on avait, des constructions. Enfin, si tu veux, je t'enverrai mon travail de fin d'études si tu veux le lire. Ah, Et donc, carrément, ouais. de base, c'était ça l'idée, c'était de faire une première étape pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, qu'est-ce que c'est au final la lucidité d'après les gens? Est-ce qu'effectivement les gens disent qu'il y a différents niveaux, qu'ils remarquent que des fois il est plus difficile de faire certaines choses que d'autres? Et donc, comment est-ce qu'on pourrait créer une première échelle pour mesurer vraiment la lucidité dans le rêve? Et donc, au final, ça c'était le plan de base. Et maintenant, je ne sais pas si je vais continuer ça parce que donc sur le côté, ça fait maintenant des années que je fais de l'hypnose et je travaille avec, dans ma clinique beaucoup avec ça, notamment pour la douleur. Et en fait, j'ai vraiment envie d'approfondir ça également parce que pour les gens, ça va pas forcément de lien. Pour moi, ça en a un et c'est ce que j'aimerais bien beaucoup prouver. C'est qu'en fait, entre les rêves lucides et l'hypnose, il y a plus ou moins, il y a énormément de points communs en fait. Parce que quand on fait de l'hypnose avec quelqu'un, on l'amène dans des différentes strates de conscience, il commence à visualiser de mieux en mieux. Et en fait, on se rend compte que quand on visualise de mieux en mieux, au final, le rêve, c'est ça, c'est que de la visualisation qui, à force de descendre dans les strates de sommeil, va se condenser de plus en plus, on va dire, à peu de choses près, à vulgariser. Et ce qui va faire qu'à la fin, on va tomber dans l'endormissement avec des rêves qui sont nets. Et donc, il y a pour moi quelque chose à comprendre entre le rêve et l'hypnose, et puis le rêve lucide pour la conscience dans le rêve, parce qu'au final, quand on fait de l'hypnose, on est également conscient pendant qu'on fait de l'hypnose, sauf certaines personnes qui dissocient complètement et qui perdent totalement l'agentivité. Et donc, à voir ici, c'est mon master, je le fais, mon mémoire que je dois faire pour mon master, si on arrive à publier et que je fais ça sur l'hypnose, et mon travail de ma thèse, pardon. Je ne sais pas encore exactement si je le ferai sur les rêves lucides, sur l'hypnose ou sur un autre sujet qui me passionne beaucoup, mais qui pour moi est, en fait, c'est un peu la même chose, c'est un peu lié à tout ça. Ce serait le remote viewing. Je ne sais pas si toi tu vois ce que c'est. Ouais. Bah, tu peux me dire, comme ça j'ai. En fait, c'est intéressant parce que surtout si on parle du shifting après, le remote viewing, Ouais. c'est un peu ce qui a été confondu euh, par les gens pour étant le shifting, on va dire. Parce que de base, ben, si on en vient au sujet principal pour lequel tu me contactes, qui est le shifting, ben, au final, le shifting, c'est apparu sur les réseaux. D'une mode sur Ouais. TikTok où les gens ont dit voilà, il y a un document déclassifié de la CIA qui dit qu'on peut changer de réalité, etc. Blablabla. Et en fait, moi j'ai entendu parler de tout ça, j'ai regardé, et en fait, ce dont il parle dans ce document, c'est pas de shifting. D'ailleurs, je l'ai un peu lu en diagonale et j'ai pas spécialement trouvé le mot shifting une seule fois, ou alors je l'ai pas vu. Mais en fait, il parle de remote viewing, donc de potentiellement des études qui ont été faites, bon pas potentiellement. Apparemment, c'est vrai, à part s'il écoute tout le monde, mais il y aurait eu des études à Stanford sur effectivement la capacité de venir comment dire, extraire, on va dire, sa conscience de son corps physique pour pouvoir la mettre ailleurs, pour pouvoir percevoir des choses. Et donc, il y aurait des personnes qui auraient utilisé ça pour avoir des informations ailleurs, qui ne seraient pas dans le même lieu physique. Typiquement, on mettrait une enveloppe quelque part, et il y aurait certaines personnes qui pourraient dire ce qu'il y a dans l'enveloppe à peu de choses près. Bon, très vulgarisé, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça, on ne sait pas vraiment
comment ça fonctionne, si vraiment c'est possible. Apparemment, il y a des gens qui le font. Il faudrait faire des études sur ça pour vraiment voir dans un cadre très strict si effectivement c'est vraiment possible. Le document de la CIA, il parle de ça. Et donc, en fait, le shifting, il est né de ce document et de certaines personnes qui l'ont un peu transformé dans tous les sens parce que bon, c'est quelque chose qui est apparu dans une population qui est quand même très jeune, on va dire autour de la quinzaine. Et en fait, il en est sorti pas mal de choses où on a confondu du rêve lucide, du shifting. D'ailleurs, apparemment, il existe plusieurs sortes de shifting. Il y a du shifting qui est le reality shifting qui est dans la vraie vie. Et il y a le shifting qui est dans le rêve, apparemment. Il y a des personnes qui disent qu'on peut également changer de réalité dans la vraie vie, pas que quand on est endormi. Et il y a le shifting la nuit. Donc, de ce document, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Shifting a été créé, puis au final, ça a permis aux gens de vivre pas mal d'expériences sympas. Mais je pense que c'est quand même un champ de recherche qui mériterait d'être un peu plus approfondi de manière rigoureuse. Moi, personnellement, si tu veux mon avis, on en parlera après, mais je pense que le shifting, c'est uniquement une sous-catégorie de rêve lucide. Ok. Donc ça, en ça, tu rejoins Mathéo, en fait, qui me disait la même chose, qui me disait que pour lui, le shifting, c'était juste un stade de rêve lucide particulier. C'est ça. Après, il y a quand même des grosses différences que je vois, enfin, qu'on a abordé un peu aussi avec Mathéo, qui sont notamment la perception de la réalité, c'est-à-dire tous les tests de réalité qu'on peut faire dans un rêve lucide pour savoir si, par exemple, compter les doigts, etc., ou respirer par le nez en se bouchant le nez, etc. Tous ces trucs-là, il me disait que dans le shifting, en fait, ben, ça fait pas ça. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes tests de réalité. Par exemple, il me disait les objets, normalement, dans un rêve lucide, ils sont un peu décalés, quoi. Enfin, les objets, ils sont pas exactement comme ils sont d'habitude dans la réalité. Alors que dans le shifting, ben, en fait, les objets sont vraiment là. Hmm. Il y a un truc de cet ordre-là, quoi. Donc, du coup, vas-y. Ouais, Moi, ouais. ça m'intéresse vachement d'avoir ton avis sur qu'est-ce que c'est le shifting, qu'est-ce que c'est le rêve lucide, comment on peut les différencier Mhm. ou qu'est-ce qui Ouais. les rapproche, etc. Ouais. Mm. Ma théorie, c'est que, en fait, oui, donc il y a effectivement ce truc où les gens disent, ceux qui disent faire du shifting, ils disent que dans les rêves lucides, par exemple, on n'a pas ces cinq sens, qu'on ressent moins les sensations. Dans ce cas, ça rejoint peut-être ce que j'ai dit, qui est que le shifting, ce serait une sous-catégorie de rêve lucide où on peut dire qu'une fois qu'on a toutes ces sensations, eh ben, on arrive dans le shifting et non plus dans le rêve lucide. Par exemple, est-ce que si mes tests de réalité, il n'y a même plus aucune différence entre mon rêve et la réalité? Est-ce que j'ai vraiment mes cinq doigts? Est-ce que l'air ne passe plus dans mon nez? Eh bien, là, est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'on est dans du shifting et plus dans des rêves lucides? Le problème, c'est que par exemple, tout ça, pour moi, c'est plus lié à une notion d'un certain niveau de lucidité. En fait, à partir du moment où on est très très lucide et que l'univers autour de nous devient très stable et très cohérent, il n'y a plus ces déformations, ces problèmes. Moi, je me suis déjà rendu compte dans un rêve lucide qu'au début j'avais 5 doigts, j'avais pas 5 doigts, pardon, puis après je les ai eus. Et en fait, ça a évolué avec le niveau de lucidité qui peut évoluer au fur et à mesure du rêve. Donc c'est pour ça qu'en fait D'accord. c'est une sorte de continuum et de transition et c'est très dur de dire ah bah là j'ai mes 5 doigts donc c'est que c'est pas un rêve lucide, c'est que c'est du shifting, mais on peut très bien avoir ces 5 doigts et que quand on se bouche le nez et qu'on respire, l'air passe quand même, donc un test de réalité qui fonctionne et pas l'autre. Ça peut être lié à plein de choses aussi, il n'y avait pas encore eu de preuves là-dessus, mais j'avais une théorie comme de quoi potentiellement, le fait qu'on n'ait pas 5 doigts dans le rêve serait lié à la place de la main dans l'homonculus de Penfield, qui demanderait en fait qu'il y ait une trop grande, une synchronisation trop importante de plein de choses dans le cerveau. Ce qui ferait qu'en fait, pour Mhm. créer une main vraiment identique à la vraie vie, ça demanderait une connexion enfin une synchronisation neuronale qui serait beaucoup trop importante que pour être créée pendant le sommeil. Là où en général tout est déformé, la stabilité se défait, mais après on sait qu'il y a des techniques pour rendre le rêve plus stable, notamment le fait de tourner sur soi-même. Et c'est pour ça que en fait, c'est très compliqué, je trouve, de dire que le shifting, c'est quand on a ça, quand on a ça, quand on a ça. On sait aussi, par exemple, les sensations. Il y en a qui disent que ben, les sensations dans le rêve lucide, elles sont moins fortes que dans le shifting. Que par exemple, dans le rêve lucide, on n'a pas ces cinq sens. Or, potentiellement, c'est quelque chose que j'avais lu, mais ça mériterait d'être approfondi. On sait que la vividité dans le rêve, donc non pas la lucidité, mais le fait d'être vivide, donc d'avoir vraiment des sensations, ce serait lié au taux de dopamine, la concentration en dopamine dans le cerveau pendant le rêve. Et donc en fait, c'est pour ça que pour moi, je trouve ça très très flou. Et il y a des rêves lucides où des fois, en fait, on n'a pas ces cinq sens, ou en tout cas, on sent moins bien, ou quand on touche quelque chose, c'est comme si
on sentait, voilà, par exemple, j'ai déjà eu des rêves lucides où quand je touche ma main, j'ai l'impression que ma main, c'est comme un peu si elle était engourdie. Et des fois, j'ai eu des rêves lucides où je touche ma main et je la touche comme je la sens là maintenant, où j'ai toutes les mêmes sensations que dans la vraie vie. Du coup, est-ce qu'on dit que quand on n'a pas toutes ces sensations, c'est du rêve lucide et quand on a toutes les sensations, c'est du shifting? Je trouve ça un peu compliqué parce que c'est un peu déjà avant en fait, il y avait cette notion de ok, on peut avoir ces cinq sens. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le rêve lucide où on l'a attesté, où on a toutes ces sensations. Et ce que je trouve avec le rêve lucide, moi qui m'embête un petit peu, c'est que c'est comme si là maintenant, d'un coup, je décidais de donner des cours d'arts martiaux aux gens et je disais, oh les gars, j'ai trouvé un sport incroyable, ça s'appelle le point défensif. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est un sport de combat où on n'utilise que ces points. Oui, mais en fait, c'est de la boxe anglaise et ça existe depuis des années. Et en fait, c'est un peu comme si on essayait de recréer un nouveau courant maintenant. Et moi, le seul souci que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, à force de vouloir tout le temps créer des nouveaux courants qui font à chaque fois recommencer les recherches à zéro et qui divisent en fait les gens, Mm. ça empêche d'avancer sur une même chose. Par exemple, il y a ce même problème pour le moment avec l'hypnose, où il y a donc ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les TAC, les techniques d'activation de la conscience, Mhm. qui ont été inventées par Jean Becchio et quelqu'un d'autre. Jean Becchio qui est j'ai eu un conférencier incroyable, super intéressant, mais je trouve que vouloir créer les TAC, c'est dommage parce que maintenant, voilà, il y a l'hypnose. On dit que les TAC, ce n'est pas un sous-courant de l'hypnose, c'est autre chose. Ils disent qu'il n'y a pas de dissociation, enfin, il y a plein de trucs différents. Mais au final, c'est débile parce que ça divise encore plus l'hypnose, les TAC. Et c'est pour s'éloigner du courant où maintenant l'hypnose, ça commence à prendre un peu une connotation ésotérique, ça commence à prendre trop une connotation spectacle. Et je pense que le monde académique et médical veut s'éloigner de ça en créant quelque chose de nouveau. Donc maintenant, on fait plus d'hypnose, nous on fait des TAC, c'est autre chose. C'est pas comme le spectacle, c'est bien, c'est catégorique. Et le problème, c'est qu'en fait, ce que les gens, je pense, ne pensent pas, ou alors ils y pensent et ils s'en foutent, mais c'est que mon avis, c'est que de toute façon, plus tard, les tags, ce sera réutilisé à nouveau par des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui veulent lancer quelque chose, etc. Mhm. Comme au final, la physique quantique maintenant, si on parle de physique quantique, ça fait vraiment directement très spirituel New Oui, Age, voilà, et c'est hyper mal connoté. Et en fait, quoi qu'on fasse, à partir du moment où quelque chose prendra de l'importance et sera connu par tout le monde et sera intéressant, il y a des gens qui vont se l'approprier et essayer d'en faire quelque chose de... Voilà, donc c'est un peu... à côté, ouais. Ouais, c'est un Mhm. peu ce côté répétitif d'essayer de diviser toujours les choses. Donc voilà, pour moi, c'est ce truc où le mieux qui serait à faire, et c'est mon avis, c'est que le shifting, ce serait une sous-catégorie où j'avais pris des notes. Hein, attends, je te dis ça tout de suite. Pour moi, il y aurait plusieurs choses. C'est soit, ok, le shifting, c'est un rêve lucide dans lequel on a ces cinq sens, ou alors Mhm. c'est un rêve lucide où on décide à l'avance de où on va. Par exemple, là, Oui. où en général, le rêve lucide, bah, on s'endort, on fait un rêve, on ne sait pas où on est. Ok, bah, si on fait du shifting, c'est un rêve lucide où on a décidé à l'avance d'où on va. Par exemple, ce qui est beaucoup dit sur les réseaux, où ils décident d'aller dans l'univers d'Harry Potter ou autre chose. Donc en fait, ils Mhm. vont dans un univers qu'ils choisissent, et donc là, on shift dans un rêve. Ou alors, l'autre hypothèse que j'avais, c'était qu'on pourrait appeler shifting, parce que les gens décrivent faire du shifting et rester longtemps, même des années dans un Oui. univers. On pourrait dire que les rêves qui durent extrêmement longtemps dans la tête, donc plus longtemps dans le rêve que dans la vraie vie, on pourrait dire que là, c'est plus un rêve, mais c'est du shift. Donc ce serait une sous-catégorie de rêves qui durent longtemps. Moi, personnellement, j'ai fait un podcast sur le sujet, j'en avais déjà parlé. J'ai fait 4 rêves qui ont duré plus de temps dans le rêve que dans la vraie vie, où j'ai passé une fois 3 jours, une fois un mois, une fois 20 ans, et une fois, c'était 2 jours. Je sais dire que c'est 20 ans, même si ça semble beaucoup, parce que, en fait, j'avais 17 ans quand je l'ai fait. Et quand je me suis réveillé de ce rêve-là, je venais de fêter mon 37e anniversaire. Et ça a été Ok. ça a été assez particulier quand même comme sensation, le décalage qu'il y a. Et beaucoup de personnes disent que c'est des ellipses, etc. Mais qui se passe et qu'on ne sait pas très bien voir le temps dans le rêve. Pour avoir fait des milliers, des milliers et des milliers de rêves avec même des ellipses et tout ça, je sais que ces 4 rêves-là, ils sont extrêmement différents, que ce n'était pas la même chose. Et grâce à la communauté que j'ai maintenant sur les réseaux, où on est presque 150 000, quand j'ai commencé à parler de ça, eh ben, les gens m'ont décrit, certaines personnes m'ont décrit avoir eu exactement la même chose, et qu'il n'y avait pas cette notion d'ellipse, mais vraiment de temps dans le rêve. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est possible dans le rêve aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est du shifting? Peut-être, je sais pas. Mais bon voilà, moi j'ai plus ce truc de vouloir rassembler en une chose et de continuer avec ça pour le faire évoluer plutôt que de diviser. C'est un peu mon point de vue là-dessus. En fait, oui, toi, ce qui t'intéresse, c'est de voir les différents niveaux de conscience auxquels ça fait référence, en fait, parce que petit à petit, on explore des niveaux de conscience qui sont différents, mais qui font toujours partie de la même chose, qui serait la conscience, justement, et comment aller explorer les différents niveaux de conscience qu'on peut avoir, quoi. Et quand tu parles d'échelle de lucidité, etc., on reste toujours. En fait, tu voudrais rassembler ça dans le champ de l'étude de la conscience ou de la lucidité.
Alors, je ne sais pas si exactement je voudrais faire ça. Je ne sais pas si je suis sûr de comprendre. Parce qu'en fait, dire que c'est en termes de niveau de conscience, ça voudrait dire que par exemple, avoir plus ou moins de sensations dans un rêve relève de la conscience. Alors, oui, peut-être, mais du coup, on s'éloigne du truc de base qui est est-ce que en fait, la conscience dans le rêve, c'est être conscient? Est-ce que c'est contrôler? Donc, est-ce que contrôler, c'est être plus conscient? Est-ce que dans la notion de conscience, on rajoute les sensations? Est-ce qu'on rajoute autre chose? Est-ce qu'on rajoute même le fait de parler? Parce qu'il y en a qui disent que par exemple, il n'y a jamais de rêves qui ne sont pas lucides. Il y a toujours un certain niveau de lucidité parce que par exemple, si je fais un rêve où je suis une caméra et que je me balade quelque part, bon voilà, j'ai de la vision, c'est un certain niveau de conscience. Si par exemple j'ai des personnages dans le rêve et que je me mets à leur parler, même si je ne suis pas conscient que c'est un rêve, rien que le fait de parler à des personnes dans mon rêve, venir parler, donc assembler des mots les uns après les autres pour venir créer une tournure de phrase qui fait que j'arrive à faire comprendre mon idée, demande un certain niveau de conscience qui n'est peut-être pas possible dans tous les rêves. Et donc, ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'est la conscience aussi. Ça permet de voir, voilà, à quel moment est-ce qu'on décide de dire que là, on est conscient. Est-ce que c'est le moment où on parle? Est-ce que c'est Oui, le moment oui. où on se rend compte de quelque chose? Est-ce que c'est les sensations? Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve personnellement, au-delà du côté ludique qui était ce qui m'intéressait au début, maintenant, tout ce qui est, toutes les champs de recherche sur les rêves lucides, qui est donc le traitement des cauchemars, même pour les sportifs de haut niveau, potentiellement l'entraînement, le fait, il y a eu une étude qui a témoin sur un homme qui avait des douleurs chroniques depuis plusieurs années qui ont guéri grâce à un rêve lucide. Est-ce qu'au final, il n'y a pas cette possibilité, grâce au rêve lucide, de comprendre vraiment l'émergence de la conscience à partir d'un moment où on se rend compte qu'avant, on ne l'était pas? Parce que c'est un peu la différence avec tous les autres Oui. états. C'est-à-dire que, par exemple, là, maintenant, potentiellement, je suis en train de parler, je suis dans une sorte, on va dire, potentiellement d'état de flow où je suis un peu en mode automatique, en train de pas trop réfléchir à ce que je dis parce que c'est un sujet que je maîtrise bien et c'est assez intuitif. Est-ce que quand je vais commencer à t'écouter, après, je vais gagner en niveau de conscience? Personnellement, c'est difficile de dire qu'avant, je ne l'étais pas parce que pour moi, je le suis là maintenant. Or, dans la réalité, donc dans la réalité, c'est difficile de le dire, dans la vie éveillée. Dans le rêve, typiquement, les gens voient très bien ce moment où ils ne sont pas lucides, ils ne savent pas que c'est un rêve et d'un coup, ils le sont. Et donc, on pourrait voir, étudier vraiment qu'est-ce que c'est au final cette notion d'être conscient si on estime que ça, c'est la conscience. Donc, c'est là où je trouve ce champ de recherche intéressant mais extrêmement compliqué parce que ça permet de comprendre plein de choses et puis ça permet de comprendre comment fonctionne la conscience pour l'hypnose, pour mieux induire l'hypnose, peut-être pour le remote viewing également, pour voir si ça existe, ce qu'on pourrait faire avec ça. Moi, je ne me prononce pas spécialement là-dessus. J'ai déjà vu quelqu'un faire ça en face de moi, quelqu'un que je connais. Enfin, de base, je l'ai rencontré par les biais du labo. Et en fait, je voulais, après, j'ai un peu échangé avec lui, et donc j'ai vu que ça existait. Maintenant, est-ce que j'ai voulu entendre ce que j'ai voulu entendre quand j'ai vu la personne le faire? J'ai revu plusieurs fois certaines choses se faire, donc il faudrait on va dire, refaire l'expérience avec une méthodologie plus stricte. Mais c'est quand même extrêmement intéressant et je pense que tout ça est lié dans cette notion de conscience pour l'étudier, pour faire progresser après chaque champ de manière individuelle ou même ensemble. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta Ouais. question. Ouais, 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 ouais. En fait, il y a aussi dans l'étude de la conscience, il y a vachement la question de l'attention qu'on porte à tel truc ou telle autre chose aussi. Parce que quand tu dis, tu vois, par exemple, il y a un moment où tu deviens conscient, comment dire, tu vas devenir conscient de certaines choses parce que tu portes de l'attention dessus, Mhm. mais pas forcément le reste. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que des gens peuvent être super conscients à un niveau et pas à d'autres parce que dans la vie, ils sont... Enfin, bref, C'est- j'imagine que ça ramène toujours aussi aux différences d'humain à humain, en fait, de quelle attention tu portes à telle chose, etc. Bien sûr. Donc, ça va être hyper compliqué à étudier. Mhm. Mais mince, alors, j'avais un truc à te demander et ça m'a échappé. Cette histoire de conscience, en fait, ça me ramène à une des questions que j'avais, parce que je sais plus quelle vidéo j'ai vue, mais il y avait comment dire, il y avait un gars qui disait, pour faire des rêves lucides, il y a quelque chose qui est super important à développer, c'est aussi l'attention dans la vie courante, en fait. Mhm. Comment dire, euh, La maîtrise de sa conscience dans la vie de tous les jours. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je me disais, est-ce que la pratique du rêve lucide, pour toi, il n'y aurait pas aussi euh, un développement de la conscience même de la vie courante Mhm. qui serait, tu sais, en corrélation? Bien sûr. Et comme tu parles
des fois tu sais, tu fais référence aux pratiques de rêve lucide tibétain. En Mhm. fait, je pense que tu fais peut-être, alors faut que tu me dis si c'est ça, mais tu dois faire référence sans doute au grand livre de la vie et de la mort. C'est quoi le livre, le grand J'en ai livre entendu parler, tibétain? mais je ne l'ai jamais lu, je ne le connais pas. Ouais, Sogyal Rinpoché, c'est ben, en fait c'est sur toutes ces pratiques justement de conscience et comment dire, de comment se comporter après la mort avec sa conscience, quoi. Ouais. Donc il y a cette dimension-là. Bon, le livre de Sogyal Rinpoché, il est comment dire, il est un peu euh, c'est pas le vrai livre tibétain des morts, quoi. Mhm. C'est pas, tu vois, il est un peu vulgarisé, quoi, Bien sûr. pour être accessible aux Occidentaux. Mais du coup, cette histoire de développement de la conscience, même dans la vie courante, grâce à ces histoires d'attention dans les rêves Mhm. lucides, et ça me paraît super intéressant. Et toi, tu penses que oui, ça va dans le même sens, quoi. Oui, il y a même plusieurs études qui ont déjà montré déjà un lien direct entre la pratique du rêve lucide et le développement de certains traits de personnalité. Ça, si tu veux, je t'enverrai la source parce que c'est plutôt intéressant. Il y a également, en fait, déjà par exemple, le fait que faire des tests de réalité au début, donc compter ses mains, etc., ça fonctionne, et qu'après ça ne marche plus après un certain temps, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au début, les tests de réalité, on les fait en se posant vraiment la question, en regardant ses mains, parce que c'est quelque chose de nouveau. Puis après, en fait, à force de le faire tout le temps, on regarde sa main, comme genre, on va avoir le réflexe de juste compter ses doigts, mais on le fait plus du tout en conscience. C'est-à-dire qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, ok, je rêve pas, et puis en fait, on va passer à autre chose dans sa journée. Et donc, en fait, il y a cette notion de. C'est pas donc, les tests de réalité, ça peut être un. Ce que je dis, moi, c'est toujours quand j'apprends aux gens à en faire, c'est au début, c'est bien pour commencer à apprendre ça. Mais si on veut passer au niveau supérieur, en fait, oui, effectivement, c'est pas seulement ces petits artifices qui vont pouvoir vraiment développer un bon niveau en rêve lucide, c'est surtout le fait de développer comment on devient conscient et comment est-ce qu'on sent sa conscience dans la vie de tous les jours. Raison pour laquelle ici je propose un nouveau test de réalité à mes abonnés, j'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui d'ailleurs, où en fait je propose de prendre un objet et de le lancer en l'air, c'est un abonné qui me l'a montré. Et donc en fait quand on lance l'objet, lui il a remarqué que dans ses rêves quand il le fait, l'objet en fait il flotte, il reste en l'air, il bouge, il fait n'importe quoi, ou alors quand il retombe il traverse sa main, et dans la vraie vie bah, l'objet il bouge normalement. Et ça en fait c'est un test de réalité qui est bien meilleur parce que du coup on est obligé de le faire en restant un minimum concentré, parce que le jour où on va le faire en étant plus concentré, bah, l'objet il va tomber par terre. Donc c'est super Mhm. intéressant. Donc il y a cette notion de conscience dans la vraie vie qui va à force se transférer dans le rêve. Et en fait c'est pour ça que moi à la fin je conseille même aux gens qui veulent avoir un niveau plus élevé en rêve lucide de ne même plus faire de tests de réalité. Ou en tout cas plus avec ces artifices-là. Je propose de les faire par exemple, de prendre le réflexe. Imaginons je vais me promener aujourd'hui en ville et je tombe sur un mec qui promène 5 dalmatiens. Voilà, il a 5 dalmatiens. Je me dis, c'est quand même pas un truc qu'on voit tous les jours. C'est incroyable. Ça pourrait nécessiter un test de réalité, de se dire, ok, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, en fait, on est tellement absorbé par ce qu'on fait et qu'on est un peu en pilote automatique, justement, pas très lucide, qu'on va voir ça, qu'on va juste faire, ah ok, puis on va directement repasser à autre chose. Et en fait, c'est un peu comme une vision que j'ai de l'hypnose, mais bref, c'est autre chose, c'est un long débat, qui est qu'en fait, il vaut mieux, c'est quand on est immergé dans quelque chose qu'on va vraiment être conscient, développer sa conscience. D'ailleurs, quand on est lucide dans un rêve, on est pleinement immergé dans le rêve. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui deviennent lucides dans un rêve et qui commencent à se dire ah oui, il faut que je fasse ça demain, il faut que je fasse ça demain. Non, ils sont pleinement en train de vivre le moment. Et en fait, c'est de développer cette conscience. D'ailleurs, il y a des études donc, qui ont montré que méditer avant d'aller dormir permet après, par on va dire, transfert des fréquences d'ondes cérébrales de la méditation au sommeil, ça permet d'induire la lucidité. Même si au final, la méditation, il faudrait voir quel type de méditation, parce que la méditation, c'est plus un exercice de concentration que de dissociation, ce qui ne favorise pas l'endormissement. Mais bref, en tout cas, un certain type d'état méditatif, même un état d'auto-hypnose, hein, parce que bon, tout ça reste encore assez flou, et bien, potentiellement, ça aide à déclencher les rêves lucides. Raison pour laquelle également, il y a des études qui ont montré que jouer aux jeux vidéo avant d'aller dormir, ou même de lire un bon livre, va permettre de faire plus de rêves et de devenir lucide dans son rêve par après. Pourquoi au final? En fait, c'est parce que quand on est immergé dans quelque chose, on est 100% conscience. On est 100% en conscience, on est 100% immergé. Donc en fait, cette fréquence d'onde cérébrale, comme quand on est dans une sorte d'état de flow, va se répercuter dans le rêve et va permettre d'avoir une conscience dans le rêve également. Il y a une étude, et ça c'est super intéressant, il y a une étude qui a montré que c'était pas vrai, que les jeux vidéo ne déclenchent pas de rêve lucide dans le sommeil.
Du coup, je me dis, enfin, n'augmente pas les chances. Du coup, j'ai lu l'étude. Et la méthodologie, en fait, ils prennent des gens qui disaient faire ça. Et en Mhm. fait, ils les font jouer à la Wii, à je sais plus quel jeu. Et en fait, pour moi, Ok. c'est la notion, c'est pas grave, du coup, on comprend pas très bien le sujet, mais enfin, je pense qu'ils ont compris, enfin bref, le long débat. Mais en fait, ce qui fait qu'on fait des rêves lucides, la preuve que c'est une sorte de conscience et pas uniquement un jeu vidéo. Parce que par exemple, c'est de jouer à un bon jeu vidéo qui va nous faire immerger dedans, dans l'histoire, qui va faire transférer les fréquences d'ondes cérébrales. Pareil pour la lecture. Je veux dire, quelqu'un qui adore lire son roman, qui lit un livre incroyable qu'il passionne, qui dit faire des rêves lucides après, on le met dans un labo et on lui fait lire un livre complètement explosé qu'il aime pas et en fait il est pas du tout immergé dans le truc, il va jamais faire de rêves Ouais. lucides après, c'est pareil. Et bon, pour la Wii, je suis désolé pour ceux qui aiment bien jouer à la Wii, mais je veux dire, entre un jeu Wii Sport, on va faire un truc un peu, voilà, pas ouf, avec pas spécialement un monde dans lequel on peut s'immerger, et un jeu vidéo incroyable qui a pris enfin, qui a vraiment un univers d'une richesse où on va vraiment s'immerger dedans. C'est là en fait où la différence montre que c'est pas spécialement une action en particulier qui fait, enfin d'après moi, hein, je trouve qu'on va devenir lucide, c'est vraiment d'être immergé dans quelque chose et d'être absorbé par la chose. Donc voilà là où je Ouais, vois ouais, avec ce transfert d'un à l'autre fait qu'effectivement, oula, fait qu'effectivement on va devenir lucide dans son rêve. Pardon, il y a mon téléphone qui a sonné, je sais pas ce qui s'est passé, regardez. Bon, ça va. Vas-y. Ouais, peut-être que dans 5 minutes, ça va s'arrêter. Et à ce moment-là, il faudra qu'on passe sur le deuxième lien parce que ils m'ont mis un truc, je sais pas si tu l'as vu, genre à 40, ça va s'arrêter, quoi. Ok, ok, parfait, ça marche. Et comme l'interview est super intéressante, je pense que j'aimerais bien continuer un peu Je t'en plus prie, longtemps. avec plaisir. Ouais, donc est-ce que tu es un peu au fait, parce que tu parles d'ondes cérébrales, etc., est-ce que tu es un peu au courant de ce qui se passe en labo en ce moment à propos tu sais, des études qu'ils font justement sur quelles zones du cerveau sont activées au moment d'un rêve lucide quand ils font bouger les yeux, droite, gauche. Puis maintenant, je crois qu'ils sont passés à autre chose parce que droite, gauche, c'était pas forcément super simple de faire Ah, ça pendant le lucide, etc. oui, oui, je Est-ce vois. que tu sais ce qui a été mesuré? Est-ce que tu as une idée de là où on en est au niveau neurosciences, en fait, sur le sujet, ou pas du tout? Alors, un peu, je savais pas qu'ils avaient abandonné les mouvements latéraux des yeux. Je Ben, pense qu'ils l'ont je suis, abandonné, dis-moi. je suis pas sûre, en fait, qu'il l'ait abandonné. J'ai vu un truc où il disait que c'était pas hyper simple et qu'il cherchait peut-être un autre moyen Hmm. pour les rêveurs lucides de dire je suis lucide. Mais je suis pas sûre qu'il l'ait vraiment abandonné. Ouais. Donc, à voir, quoi. Alors, en fait, c'est pas que c'est plus ou moins simple, c'est qu'il y a eu un gros problème avec ça dans la littérature, dans les recherches. Enfin, un gros problème, on se comprend. En fait, parce qu'au final, juste regarder à gauche, à droite, une fois qu'on est conscient, c'est facile. C'est imaginons là, ah bah en fait, je suis pas du tout dans une interview, je suis en train de rêver dans un labo, il faut que je dise à mes amis qui sont au-dessus en train de m'observer que je suis lucide, bah je fais gauche, droite, c'est assez simple. Ça demande juste vraiment un niveau de conscience et de contrôle et de savoir qu'on est dans le rêve. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est la raison pour laquelle Ursula Voss avait eu, je ne sais plus si c'est elle qui avait fait ça ou quelqu'un d'autre, ou avec d'autres personnes, avec Alan Hobson, mais en fait, ils ont, à un moment, voilà, ils font, oui, si, voilà, c'est ça, c'est elle qui avait fait l'étude. En fait, elle dit que quand on fait un rêve lucide, on n'est pas lucide. En fait, on n'est pas en train de dormir, on est à moitié entre l'éveil et le rêve. Parce que, en fait, ils ont remarqué que quand il y avait les mouvements latéraux, etc., en fait, il y avait une certaine partie du cerveau qui était activée, qui n'est activée que pendant qu'on est réveillé et pas pendant le sommeil. Or, en fait, ce qui s'est passé, et ce que Benjamin Bird, je pense, a prouvé par après, c'est que parfois, les mouvements latéraux des yeux, notamment la contraction, je pense que c'est du grand 3, mais je ne suis pas sûr, peut être confondu à l'électroencéphalogramme et à l'électrooculogramme enfin, il y a une confusion qui peut se faire au niveau en fait de quelle partie du cerveau est activée. Donc je pense qu'ils ont confondu avec les mouvements latéraux des yeux en croyant qu'en fait c'était cette partie du cerveau qui était activée. Pour faire plus simple, en fait c'était pas cette partie du cerveau qui était activée, c'était l'œil qui bougeait et en fait on pensait ah mince en fait c'est pas du tout qu'on est réveillé, c'est qu'en fait ils ont confondu le muscle de l'œil avec cette partie du cerveau. Et donc en fait pas du tout. On est vraiment en train de dormir quand on fait un rêve lucide, donc on est vraiment conscient, on Ouais, maîtrise tout, mais on est vraiment en train de dormir. Et je pense que potentiellement ils ont essayé de peut-être que des fois ils vont faire autre chose maintenant pour essayer de décréter qu'on est lucide. Maintenant, la vérification oculaire, c'est quand même vraiment bien parce que quelqu'un qui dit faire des rêves lucides tous les jours et il arrive en labo, il dort, et on lui dit bah, ok, bah, si tu deviens lucide et que tu sais contrôler ton rêve, fais le mouvement oculaire et il ne le fait pas.
bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors, il y a autre Ouais. chose aussi, il y a la contraction du poing. On va mettre du coup un électromyogramme ici, on va serrer le poing, et quand on serre le poing, la contraction se voit dans la réalité, dans le monde extérieur aussi. Donc, on peut voir qu'il est lucide. On va lui dire, par exemple, dès que tu deviens lucide, tu serres le poing toutes les 2 secondes, et puis pendant tout le temps que tu es lucide. Le problème, c'est que moi, j'ai essayé de faire ça. Ça fait super mal. En fait, c'est horrible. Je sais pas ce qui se passe, mais quand on serre le poing en rêve lucide comme ça, peut-être parce que de l'autre côté, en fait, on est en paralysie du sommeil et qu'il y a peut-être une sorte de conflit entre le fait qu'on ne puisse pas bouger la main et le fait qu'on puisse la bouger dans le rêve. Moi, j'ai l'impression que. Alors, du coup, j'ai pas d'arthrose, mais peut-être qu'avoir de l'arthrose de stade extrême, c'est ça. J'avais l'impression que ma main, c'était indescriptible, mais c'était hyper désagréable. Et donc, je pense que le plus facile, ça reste les mouvements oculaires comme ça. Ou alors on fait, par exemple, il y a eu, donc on sait maintenant que pour induire les rêves lucides, tout ce qui est stimulation électrique transcrânienne ne fonctionne pas vraiment, en tout cas pas plus que le placebo. La seule étude qui a montré que ça fonctionnait mieux que le placebo, c'était l'étude du docteur Ursula Voss. Alors, j'ai rien contre elle, là, vraiment, c'est parce que du coup, j'ai fait mon travail de fin d'études sur ce qu'elle a fait, donc j'ai remarqué qu'il y avait quelques trucs qui coïncidaient pas trop. Mais bref, et en fait, elle, après donc avoir fait son étude sur l'électrostimulation, elle vient faire passer le questionnaire aux gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si les gens ils ont un score au-dessus de je sais pas quoi, elle dit Ah oui, vas-y. hop, voilà, on a été coupé. Attends, je remets ma webcam. Donc voilà, on avait été coupé. Donc oui, donc en fait, elle fait son étude où à la fin, donc elle fait passer le questionnaire à ses participants. Et si ils ont un score qui est plus haut que je sais plus combien elle avait dit, elle dit qu'ils sont lucides. Et donc, c'est pour ça Mm. qu'on dit que, ah oui, ben, ce qu'ils ont utilisé eux comme méthode permet d'induire le rêve lucide. C'est un peu, je trouve, border, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ce que j'ai fait dans mon questionnaire, et d'ailleurs, ce que plein de participants ont relevé dans mon étude, parce qu'en fait, j'ai demandé après de faire des commentaires sur le questionnaire, justement, bah, en fait, ils ne mesurent pas la lucidité. Donc voilà, ici, potentiellement, on pourrait faire un questionnaire pour essayer de voir si les gens, quand ils ont un certain seuil, on pourrait dire qu'ils sont lucides, donc on n'aurait pas besoin de la vérification oculaire. Mais déjà, c'est Mm. problématique parce qu'il faut un super bon questionnaire béton. Il faut aussi que les gens n'aient pas cette déformation et biais par après parce qu'on surestime toujours sa capacité à faire quelque chose. Parce qu'il y en a plein qui vont dire oui, oui, si je veux mon rêve, je le contrôle, mais c'est juste que j'ai pas envie de le faire. Bah, pourquoi tu le fais pas? Voilà, donc Ouais, ouais, ouais. voilà. Et donc en fait, le problème, il se situe là. Et à part ça, comme autre technique pour dire qu'on est lucide dans le rêve, il y a peut-être des techniques pour induire la lucidité, ça oui, avec tout ce qui est pharmacologique, notamment donc, les inhibiteurs de cholinestérase. Mais Oui, ça j'ai vu. Ouais, j'ai vu votre vidéo avec Poisson Fécond, c'est Mathéo. ça. Et ouais, bah, c'est hyper intéressant. Ah, c'est chouette, ouais, très Enfin, bien. ouais, ouais, c'était chouette de voir ça. Bon, après, évidemment, à prendre avec toutes les précautions qu'il faut, mais ouais, ouais, c'est super intéressant. Justement, ça rejoint un peu. Alors, je sais pas trop. Je suis nulle en chimie et chimie du cerveau, laisse tomber, Ok. évidemment. Mais mais par contre, ce que j'avais vu, c'est que justement, tu en as parlé un peu tout à l'heure, euh, en fait, apparemment, dans les rêves lucides, en fait, les rêveurs lucides, ils auraient une partie du lobe frontal qui se réallumerait, entre guillemets, Ouais. alors au moment où ils deviennent lucides dans le rêve. Je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion quand tu disais, ouais, ils ont confondu la partie qui, Ouais, qui se réactive, qui, qui est qui se confondu avec les muscles réactive. des yeux. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est de ça dont tu parles ou est-ce que pas du tout? Pas tellement parce que du coup cette partie-là, elle est vraiment liée juste à la conscience donc de l'environnement dans le rêve. Donc c'est la partie dorsolatérale du cortex préfrontal. Mais Ouais. là, je sais plus exactement c'est quelle partie parce que c'était il y a 1 an et demi maintenant que j'ai fait mon mémoire en fait moi, j'ai un peu un truc où retenir les informations qui plus tard ne me serviront pas. Moi voilà, je retiens des noms et Ouais, des mais dates t'as des fois. raison. Mais donc du coup oui, mais je pense que c'était une autre partie. Si tu veux, je t'enverrai donc mon mémoire et tu pourras aller regarder. Je l'avais bien. Et de toute façon, il y a les sources des études qui ont prouvé ça. Mhm. Mais non, du coup, pas tellement. Et tu parlais
par IRM ou par électroencéphalogramme, il y a aussi un truc intéressant dans la mesure des fréquences d'ondes cérébrales, c'est que potentiellement, toutes les études sur le sommeil qui sont faites par électroencéphalogramme sont en partie un peu biaisées, parce que ce qui se passe au niveau du sommeil, c'est surtout à un niveau sous-cortical et non pas cortical. Donc c'est pour ça que c'est mieux l'IRM. Le problème, c'est que l'IRM, déjà, bon, bah, dormir dedans, c'est une chose. Faire un rêve lucide dedans, c'est encore autre chose. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Et on avait voulu essayer de faire avec aussi la stimulation magnétique transcrânienne, donc non pas de faire passer un courant, mais de venir vraiment stimuler avec des ondes, voilà. Sauf que ça, on l'a fait sur moi. Franchement, déjà éveillé, je sentais, ça me réveillait, enfin, c'est quand même un à-coup assez spécial. Alors, vraiment, être endormi et se ramasser des sortes d'ondes de choc, là, comme ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse rester endormi. D'ailleurs, le docteur Gossery, qui avait, elle, voulu essayer ça il y a quelques années, n'avait pas réussi au final, donc il ne l'avait jamais fait. Bon, moi, quand je l'ai fait, donc, il faut avoir non seulement la machine qui vient faire quelque chose, en plus avoir un super casque qui met un bruit horrible et qui crée, pour ne pas avoir d'artefact avec le bruit de la machine. Enfin bref, vraiment pour étudier les rêves lucides, c'est pour ça que ça avance pas, c'est parce que au-delà de la difficulté à l'aduire, c'est une galère. C'est vraiment une galère. Ouais, je comprends. Ok. Ça part dans tous les sens, donc enfin ça part pas du tout là où j'avais prévu, donc mais c'est super intéressant, donc génial. Je t'en prie. Peut-être si tu veux, parce qu'en fait c'est après un des seuls points que j'ai aussi sur le shifting, et puis si tu veux redire là-dessus. Par exemple, le shifting, il y en a qui disent la technique Raven, la technique, enfin, il y a plein de techniques du coup pour induire le shifting. Au final, on se rend compte que ces techniques, c'est des techniques mild en fait. C'est des sortes de pseudo-techniques mild, c'est-à-dire se concentrer avant d'aller dormir sur l'intention de faire quelque chose. Et donc là, ils utilisent d'autres techniques, comme par exemple, soit on écrit sur une feuille ce qu'on veut faire, où on veut aller, mais en fait, ça crée du conditionnement, ça crée de la suggestion, ce qui peut avoir un effet placebo, et donc avoir plus de chances d'induire le shifting. Mais au final, toutes les techniques de shifting, c'est quasi toute la même chose, c'est donc des suggestions comme ça et des pseudo-techniques build. C'est là aussi où du coup je rejoins que c'est encore une fois au final la même chose sous un autre nom. Ouais, que le rêve lucide, tu veux dire. C'est ça. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, c'est juste un conditionnement de la conscience pour comment dire? Ouais, c'est un conditionnement de la conscience pour que l'imagination puisse devenir suffisamment présente pour rester consciente. Quelque chose comme ça. Enfin, tu conditionnes ton cerveau Oui, c'est ça. pour rester sur les ondes de la méditation ou de la très grande attention, en fait, en tout cas. Bah, après, pour essayer d'induire ça. Ouais, après, rester conscient, du coup, ça dépend parce que faire de la méditation avant ou conditionner quelque chose ne veut pas dire qu'on va garder sa conscience tout le temps. Par exemple, on peut soit en faisant ça, en faisant de la méditation, passer directement dans l'endormissement en gardant sa conscience. Donc là, on fait un WILD, donc les rêves lucides, où on passe directement de l'état, là maintenant, juste en passant les strates de conscience, on arrive directement dans le rêve en étant conscient. Parce qu'au final, ben, on a juste… on ferme les yeux, on a des images, et les images deviennent de plus en plus nettes, on passe les différents niveaux de conscience. Bon, je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas très prouvé ou quoi, mais il y a vraiment cette notion que j'ai observée avec l'hypnose, que par exemple, là ici, imaginons si je te demande toi de fermer les yeux, d'imaginer un chien, je te demande c'est quoi, tu vas me dire ah bah c'est un Golden Retriever, ok il est dans quelle position, ok bah il est assis, il est couché, ah ok là imagine qu'il va dans une pièce, il va où, il va dans quelle pièce, ah il va dans un abri de jardin, et il trouve un objet, il trouve quoi, ah il trouve un ballon, et puis après, et en fait le fait de faire ça, c'est une sorte d'hypnose en fait, on fait une sorte de rêve dirigé, de rêve éveillé avec quelqu'un, et en fait ça fait passer la concentration, ça fait à la personne qu'elle se concentre sur ce qu'elle voit dans sa visualisation. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que à partir d'un moment, la pensée commence à attraper une certaine autonomie. C'est-à-dire que le rêve commence à bouger un peu de lui-même sans qu'on décide vraiment ce qui se passe, sans qu'on le visualise. Et après, en fait, il y a d'autres strates. Et puis à un moment, on arrive à l'endormissement. Et soit on passe directement dans l'endormissement, donc dans le rêve, et donc là, en final, mon Golden Retriever, c'est carrément devenu un Golden Retriever qui bouge, et je le vois faire ça, et je me retrouve avec lui dans mon rêve en train de bouger. Et donc là, ok, en fait, je suis dans mon rêve et j'ai pas perdu ma conscience. Ou alors, ma conscience, je la perds à un moment, je m'endors, et ça n'empêche pas que je peux la récupérer après. Ce qui est donc l'autre type de rêve lucide, là où on est dans le DILD. Et au final, travailler sur ces niveaux de conscience n'empêche pas un ou l'autre, mais c'est vrai que par exemple, des fois, on peut très bien faire ces techniques-là et puis ne pas se retrouver lucide dans le rêve parce qu'au final, la conscience, on la perd, on ne la récupère pas, pour plein de raisons différentes. Ou alors, on peut la récupérer, mais sinon, le mieux, c'est quand même, au début, c'est un peu plus difficile quand on débute, mais après, c'est la meilleure technique, c'est
de s'entraîner, de maîtriser sa conscience pour vraiment la garder tout le temps. Et au final, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, cette maîtrise de conscience qu'on arrive à avoir dans le sommeil, qui est au final le moment le plus compliqué, on arrive à la garder dans la vraie vie. Donc on arrive à mieux maîtriser quand on voit que par exemple, on parle à quelqu'un, on commence à penser à autre chose, on arrive plus facilement à se reconcentrer. C'est pour ça que je pense que la pratique du rêve lucide pour les personnes qui ont le TDAH, meilleure chose, ou des troubles de l'attention ou n'importe quoi. Mais donc voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, ce que tu me disais sur la manière dont tu peux passer les strates de conscience, mais parce qu'en fait, cette notion de strate de conscience et de niveau de conscience plutôt, elle est encore assez compliquée. Il y en a plein qui disent que ça n'existe pas. Bon, voilà, enfin, chacun pense ce qu'il veut. Oui, oui, oui. Après, il y a tout le souci. Alors, moi, enfin, ouais, ça a super bien répondu à ma question. Ça me fait penser à l'autre partie qui est liée au shifting. C'est, comme tu dis, il y en a qui disent que ça n'existe pas, etc. C'est tout ce courant du shifting qui disent qui voyage vraiment dans d'autres univers. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a beaucoup de pratiquants de shifting dans les plus jeunes et tout, qui s'appuient justement, comme tu disais, sur des pseudo-théories quantiques, etc. Pseudo ou pas pseudo, enfin, disons qu'il y a une espèce de récupération et qui s'appuie là-dessus pour dire, bah, de toute façon, on switch en fait, on change d'univers et on est vraiment dans un univers parallèle. Donc ça, c'est une question qui est intéressante. Dans l'absolu, en fait, elle est intéressante. Bon, alors après, il y a tout ce qui est pourquoi aller à ce moment-là dans l'univers d'Harry Potter, c'est un univers complètement créé, etc. Comment on fait, ou dans l'univers des Marvel, enfin voilà, quoi, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça t'est... Enfin, ouais, ça m'évoque. Qu'est-ce que ça te fait réagir oui, en fait, peut-être. Enfin, moi, je n'ai aucune idée. Moi, je pense que le rêve, c'est au final une exploration qui se fait vraiment de notre intérieur à nous, de notre univers à nous, dans notre tête. Mais qu'est-ce que j'en sais qu'en fait, effectivement, le rêve, c'est pas, on va pas dans une réalité parallèle, qu'il n'y a pas une sorte de truc qui quitte notre conscience pour aller ailleurs. En fait, personne ne sait. Je pense que c'est plus une philosophie de la chose. Comme il y en a qui, je sais pas, oui, tu pourrais croire que quand on rêve, c'est une sorte de... qu'en fait, ils meurent et ils vont dans un monde parallèle et puis ils reviennent, ils vont dans l'au-delà aussi. Ils disent pas un univers parallèle, ils disent qu'ils vont dans l'au-delà. En fait, c'est juste une manière de voir les choses. Moi, personnellement, je n'ai pas trop d'avis là-dessus parce que j'ai aucune preuve qu'un rêve, c'est un rêve ou que c'est pas un univers parallèle. Mais je pense, par exemple, un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a cette notion un peu de ce qui se crée. Et donc ça, c'est un truc sur lequel on travaille justement avec Poisson Fécond. En fait, c'est cette notion de créer quelque chose qui va s'inscrire dans l'inconscient collectif et qui va permettre à des gens de le rejoindre. Parce que par exemple, les gens qui vont dans l'univers d'Harry Potter, moi je vois plus la chose comme ça. Les gens qui vont faire un rêve et qui vont dans l'univers d'Harry Potter, en fait, ils vont dans un monde qui est sorti un jour de la tête de quelqu'un, que cette personne a réussi à matérialiser dans la réalité, qui a créé un écosystème à travers ça. Et donc maintenant, c'est dans la tête de tout le monde. Tout le monde connaît Harry Potter, en tout cas, c'est un grand nombre de personnes. Et du coup, ça permet à des gens d'aller le rejoindre, de se connecter à cet univers-là, qui n'est pas du tout le leur et qui est en fait l'univers de quelqu'un d'autre. Donc est-ce qu'ils vont dans la réalité de quelqu'un d'autre, sur un plan un peu méta comme ça? Oui, peut-être. Maintenant, en fait, moi, j'ai envie de poser une question du coup, aux gens qui disent ça. Comment est-ce qu'ils savent qu'ils sont dans une réalité et dans une autre réalité et pas dans un rêve? Et par exemple, des fois, ils sont dans un rêve et des fois dans une autre réalité. Comment est-ce qu'ils savent faire la distinction entre un et l'autre? C'est pareil, les gens qui disent faire des projections astrales et sortir donc de leur corps et aller ailleurs ou quoi. Peut-être, franchement, moi, j'en sais rien. Mais du coup, est-ce qu'au final, on se dit oui, mais j'ai des sensations incroyables quand je suis dans une projection astrale, je ressens beaucoup plus des choses, je vois plein de choses, je vois à 360 degrés. Oui, mais il y a des gens qui font des rêves où en fait, ils ne sont pas à la première personne, ils sont en des caméras. Moi, j'en ai déjà fait un aussi où je voyais à 360. D'abord, j'étais à la première personne, puis du coup, je suis devenu une caméra. Je ne pense pas que dans mon rêve, je suis passé d'un rêve à la projection. Et aussi, des fois, le plus de sensations, est-ce que des fois, ce n'est pas juste lié au fait qu'on a plus de sensations parce qu'avant, on faisait quelque chose dans lequel on était plus immergé? Est-ce que ce n'est pas lié à un taux de concentration en dopamine qui serait plus élevé à ce moment-là, si vraiment la dopamine a un impact là-dessus? En fait, on ne sait pas. Moi, le seul truc que je dirais, c'est ok, si en fait, effectivement, il me dit qu'il part dans un univers parallèle ou qu'en fait, il part dans la réalité sur une autre strate de la conscience ou de couche de la réalité ou je sais pas quoi, et en fait, il arrive à aller, je sais pas, dans la pièce à côté pour me dire ce qu'il y a et revenir et me dire, là, ok, je fais, ok, là, on n'est pas sur un rêve, on est effectivement sur un truc qui se passe. Moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, ce qui s'est passé avec mon ami maintenant, qui est devenu un ami qui fait le remote viewing. C'est parce que moi, je croyais pas à ça.
Ouais, parce que moi, en fait, je sais pas, j'ai envie d'y croire ou j'ai pas envie d'y croire. Moi, je veux juste voir si quelque chose est réel, que c'est reproductible et en fait, si ça existe vraiment. Le rêve lucide, maintenant, on sait que c'est possible. Il y en a plein qui disent que ça, c'est pas possible d'être vraiment conscient exactement comme là, maintenant, dans la vraie vie, dans un rêve. Bah, on sait que ça l'est. Maintenant qu'il y a des gens qui ne le croient pas, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme l'hypnose, il y a des gens qui ne croient pas qu'on puisse endormir des gens dans un claquement de doigts comme ça. Ce que je comprends parce que ça paraît lunaire. Maintenant, on sait que c'est possible. On sait que c'est utilisé en chirurgie aussi, que c'est pas de l'effet placebo. Sinon, en fait, si c'était pas possible, les patients ils se réveilleraient pendant la chirurgie. Donc on sait que tout ça c'est possible. Est-ce que le fait d'aller mettre sa conscience ailleurs pour voir ailleurs dans une autre pièce c'est possible? Bah, en fait, j'ai envie de dire, on n'en sait rien. Enfin, personne, moi je trouve qu'on est qu'en 2024, que c'est encore impossible à dire. Et moi personnellement, de tout ce que j'ai étudié, parce que ça fait maintenant 10 ans que j'étudie la psycho, le mentalisme, que je me suis un peu intéressé à tout ça, tout ce qui est lecture du non-verbal aussi, puis avec l'hypnose, il y a plein de trucs intéressants, l'effet Barnum. Moi, la personne que j'ai vue faire le remote viewing devant moi et qui a été capable de me dire, dans l'enveloppe là, je vois ça, 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 c'était pas de l'effet Barnum, c'est-à-dire que je connais maintenant cette personne et il n'a jamais pris des cours de magie, il comprend rien au mentalisme. C'est vraiment un mec qui, en fait, du jour au lendemain, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est souvent un peu le même schéma parce que maintenant j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont réussi à faire ça. En fait, c'est des personnes qui, du jour au lendemain, et ça commence assez souvent comme ça aussi, c'est dans leur sommeil, ils se mettent à faire des paralysies du sommeil, plein, 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 il leur arrive plein de choses, ils comprennent pas trop. Puis ils commencent à s'intéresser à tout ça, et lui, typiquement, il avait une vie totalement normale, et toujours maintenant, c'est un mec qui est archi normal. Et en fait, donc pas du tout avec un esprit, pas du tout critique où il a envie de croire tout et n'importe quoi. Le gars est hyper rationnel. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est devenu mon ami, c'est parce que j'adore parler de ça avec lui, parce qu'il a une vision des choses très rationnelle et il expérimente des choses d'une manière où j'ai du mal à communiquer de ça avec des gens de ce sujet-là plutôt. Et en fait, vraiment, j'ai pas d'autre explication que oui, effectivement, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Parce que c'est pas de l'effet Barnum, c'est pas, il lit pas sur mon non-verbal ou quoi, parce qu'en plus, j'ai fait plusieurs fois où j'étais derrière lui, vous pouvez pas, vous pouvez pas me voir. Euh, Enfin, voilà, et j'ai parlé plusieurs fois des situations de ça avec des amis mentalistes. Et Ouais. qui disent effectivement, c'est un peu bizarre, quoi. Si c'est vraiment comme ça, il y a un truc qu'il faudrait étudier. Donc moi, c'est pour ça que tout ça, je sais pas. Mais prouver, soit de le remote viewing, faire vraiment une méthodologie incroyable là-dessus, ou s'ils allaient réussir avec la projection astrale à aller quelque part ailleurs, etc., peut-être que ça ouvrirait les portes vers une ouverture d'esprit un peu plus grande sur le peut-être qu'il y a un truc un peu plus compliqué qu'on comprend pas sur des réalités parallèles, etc. Et oui, peut-être. Mais voilà, moi, c'est un peu ma position là-dessus. Franchement, je sais pas. Et je m'en fous de si ça existe, si ça existe pas, mais j'ai vraiment envie d'avoir des preuves pour commencer à m'intéresser. C'est un peu genre une étape qu'il me faudrait pour m'intéresser à ça de manière beaucoup plus intense, quoi. Parce que là, personnellement, moi, juste avoir vu mon ami, même si c'est mon ami et que du coup, je veux dire, je l'ai quand même vu plusieurs fois faire et que si ça n'existait pas, ça voudrait dire que c'est un gigamito qui me ment depuis des années et qu'il y a plein de trucs, etc. J'ai encore une partie de moi qui a envie plus de l'expérimenter ou de le voir dans un cadre très strict pour me dire que ça existe vraiment, malgré tout ce qu'il y a eu, comme de quoi il y a eu 20 millions d'euros dépensés à Stanford dans les recherches là-dedans. J'imagine que Stanford n'aurait pas dépensé autant d'argent là-dessus pendant autant d'années si c'était pas vrai et réel. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout le même écosystème et en ce qui me concerne, je ne sais pas trop où me positionner, mais tu as mon avis sur la question. Oui, 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 ouais, ouais. Après, moi, de ce que j'ai vu, comment dire, de ce que j'ai vu comme explication, bon, nous, on est très branchés sur, physique quantique et des choses comme ça, mais en fait, si tu vas dans d'autres civilisations, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, quand tu vas au Tibet, par exemple, ou quand tu vas en Amérique du Sud, ou quand tu vas en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le monde des rêves qui sont à 10 000 kilomètres de ce que nous, on peut Ah imaginer, ouais, bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, et là, ça devient. Enfin, moi c'est une partie qui m'intéresse beaucoup parce que, en fait, mon intérêt pour le shifting et tout ça, c'est parti d'une relecture de Castaneda et notamment de l'art de rêver où il parle des quatre portes de la perception de l'univers, en fait. Ok. Et donc, il fait comme ça un descriptif de son apprentissage du passage des différentes portes. Et donc, bon, il y a ça. Après, il y a en Afrique, les gens, ils savent s'attendre à la porte des rêves pour rêver ensemble. C'est des trucs, enfin, c'est des choses qu'on, comment dire, qu'on sait sans savoir, parce qu'en fait, pour nous, ça correspond à rien. Bien sûr. Mais quand on a ces échos-là, bon, Carlos Castaneda, il a été hyper décrié et tout le monde a dit qu'il a fabulé, etc.
j'en suis pas si sûre parce que pour être allée en Amazonie et avoir vécu des choses là-bas et avoir vu des choses que je comprenais pas, je pense que c'est possible. Ok. Donc voilà. Mais je trouve ça super intéressant justement de voir que, enfin, ce qui m'intéresse dans le shifting, c'est de voir qu'il y a une découverte d'une pratique alors, je sais que Bioy, il n'aime pas du tout les comparaisons, donc il va m'en vouloir beaucoup de dire ça comme ça, mais je trouve que il veut pas qu'on réduise en fait l'expérience des jeunes actuels à une redécouverte de quelque chose qui est hyper connu dans d'autres civilisations. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser ça parce Bah, qu'en fait, je vois des choses à côté, quoi. ouais, parce qu'après, c'est aussi la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, ben, il y avait quelque chose avant, et puis il y a des personnes qui le découvrent, et puis ils en font un peu ce qu'ils veulent, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu l'évolution normale des choses à chaque fois, de toute façon, c'est une nouvelle génération qui s'approprie un peu le truc, qui essaie un peu de trouver les nouvelles choses avec des nouveaux angles que les personnes d'avant n'avaient pas réussi à trouver de par le contexte culturel et social, et tout ce que tu veux d'avant. Mais après, moi je trouve que c'est pas spécialement réducteur, parce que ouais, pour moi, le seul truc, c'est qu'effectivement, comme en fait, quand c'est une population jeune comme ça, surtout avec le shifting, parce que c'est que ça, hein, veut dire, c'est très rarement, enfin, moi je le vois bien ici en termes de stats des personnes qui me suivent, ceux qui me parlent de shifting, c'est la moyenne d'âge, elle est quand même autour des 15 ans, quoi. Et c'est pas grave, c'est juste qu'effectivement, à cet âge-là, avoir un esprit critique et essayer de prendre le pour et le contre et ben voilà, c'est compliqué. Et du coup, ben, ils vont à fond dans leur truc et tant mieux, ça crée quelque chose, ça fait découvrir à plein de personnes ça. D'ailleurs, moi c'est pareil, quand je suis sur les réseaux, je suis un peu plus assertif que là maintenant quand je te parle, que je prends en globalité les choses, parce que là voilà, on a 1 heure ou 1 heure et demie, je sais pas, pour parler des choses, donc je peux me permettre de l'être. Si je suis autant dans, dans le fait de relativiser sur les réseaux, en fait, la vidéo, elle marche pas, les gens, ils comprennent pas, j'ai 1 minute 30, donc je peux pas faire un truc pareil. Donc il y a un peu, il y a aussi voilà, c'est tout ça, quoi, c'est tout ensemble. Oui, ouais, ouais. Mais moi, je pense pas du tout non plus que ce soit réducteur. En fait, je pense que c'est aussi, de toute façon, quelque chose qui appartient à l'être humain. En fait, on parle de conscience, donc en fait, on parle de quelque chose qui est commun à tout le monde. Et pour moi, les différentes civilisations, elles ont juste eu une manière différente d'approcher la réalité, Mhm. avec une conception de l'espace et du temps qui est différente. Et du coup, là où nous, on a développé conscience très matérialiste des choses avec l'étude des cellules du plus en plus petit, etc., pour comprendre la constitution de la matière. Il y a d'autres civilisations qui sont parties dans d'autres explorations, en fait, dans d'autres C'est ça. dimensions, enfin, d'autres directions, quoi. Ouais. Et pour moi, donc, je trouve ça, moi, je trouve ça génial qu'il y ait une exploration de la part des jeunes, justement, d'une dimension qui est pas la nôtre culturellement au départ, quoi. Ah, bien sûr, puis Donc, aussi, donc quoi, pardon, je t'ai coupé à la fin, je pensais que tu avais fini. non, non, c'est bon, j'avais fini. Ah, Ouais, ouais. ouais. Surtout que je me dis, tu vois, les jeunes maintenant, c'est eux qui sont sur les réseaux, qui donnent, on va dire, ils peuvent faire une vidéo qui va être virale du jour au lendemain, et ça, on va dire, c'est les plus jeunes sont tout le temps sur les réseaux, donc alimentent leur pensée à travers ça. Donc, on va dire, ça a plus d'influence. Moi, je ne serais pas étonné, parce que moi, je suis toujours sur les rêves lucides, et puis, enfin, et je pense que, voilà, la vision du rêve lucide que je te donne, en essayant d'englober un maximum, je pense que voilà, pour moi, c'est celle que moi qui me permet d'être bien dans ma tête pour comprendre les choses. Mais je ne serais pas étonné que plus tard, en fait, le rêve lucide, limite, il disparaisse complètement et que ce soit le shifting qui gagne, on va dire, tu vois, ou autre chose. En fait, ça va dépendre du courant de pensée qui va être dominant, qui va finir par faire que l'autre, il va s'épuiser. Et c'est toujours comme ça pour un peu tout. Après, il y a aussi cette notion de, oui, dans plein d'autres cultures, il y a plein d'approches différentes. Comment dire il y a le truc, en fait, en Europe, on est très EBP, axé sur l'evidence-based, voilà, et donc nous, on sait plus ou moins que c'est comme ça parce que les statistiques disent ça, et ce qu'ils eux disent, c'est pas possible parce que les stats disent ça. Je sais pas, moi, c'est une vision qui m'a un peu fait, m'a fait quand même beaucoup douter parce qu'au final,
on suit juste quelque chose qui n'est vrai que momentanément. Je veux dire, on est passé pendant des années, par exemple, moi aussi, donc je suis kiné, on a mis pendant des années, on a mis du froid sur les entorses des gens quand ils venaient de se faire une entorse. Du jour au lendemain, on fait ah mince, en fait, mettre du froid, c'est pas bon, faut pas faire ça. Et du coup, du jour au lendemain, tout le monde change d'avis. Pendant des années, on a mis des électrodes pour faire de l'électrostimulation pour les gens, dire, renforcer les muscles. Du jour au lendemain, on se rend compte que c'est de la merde. Et du coup, tout le monde rechange d'avis. Donc au final, est-ce que c'est mieux d'avoir plein de pays qui se basent sur plus ou moins des croyances qui ne sont pas spécialement fondées, mais voilà, même des trucs anciens où il n'y a pas de statistiques? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir des statistiques qui au final nous montrent 2 ans après que c'est autre chose et d'avoir carrément des vagues comme ça qui font gauche-droite de plein de gens qui ont une pensée, puis une autre et qui suivent de manière comme ça la littérature? Ouais, franchement, je sais pas. Ouais. Ah ben, ça me fait aborder une des dernières questions, je pense, ou alors sinon, parce que je pense que dans 10 minutes, ça s'arrête de nouveau. Donc en fait, sinon, si on a encore plein de trucs à dire, je peux relancer une truc et te mettre sur une autre réunion et te mettre le lien en mail. Ouais, d'après moi, Et, on a 20 minutes là encore. Ah, on a 20 minutes, Ouais, bah, plus trop ou moins. top. Parce que en fait, ouais, non, sauf que j'avais mis à 15h30 Ok, le début de l'autre. Ouais, c'est ok, pour ça. Ouais, je voulais être sûre qu'elle soit. Mais bon, parce que je pouvais pas mettre 15h45 en fait. ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, ce qui est super intéressant aussi dans ce que tu disais dans tes vidéos et tout, c'est l'usage qu'on peut faire de tout ça en thérapeutique. En fait, ça, c'est super intéressant. C'est tout ce que tu peux faire comme j'allais dire, résolution ou solution de choses dans un rêve lucide qui sont après ça ramenés dans la réalité. Est-ce que ça, tu as eu l'occasion de le pratiquer en kiné? Je sais que tu avais une vidéo où tu parlais des douleurs à l'épaule, par exemple, un gars Ouais. voilà, qui peut s'imaginer ne pas avoir mal en faisant le mouvement. Moi, je trouve ça génial. C'est incroyable, bien sûr. Une application complètement folle, quoi. Mhm. Et ça nous est arrivé à tous je pense, hein, mais d'expérimenter quelque chose dans un rêve qui nous paraissait pas vraiment possible et de revenir avec dans la réalité et de se dire waouh, en fait, de l'avoir vraiment expérimenté profondément et que du coup, ça change notre manière de voir les choses. Bien sûr, ouais. Parce Ouais, que, si je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'au final, le cerveau ne fait pas la distinction entre le rêve et la réalité, et même quand on fait la distinction, au final, ce qui est expérimenté dans le rêve, en termes de tout ce qui va se passer dans le cerveau, ça va être la même chose. Y a pas, genre une émotion va être ressentie pareil. La douleur aussi, j'ai déjà eu 2 fois, je me rappelle. Alors, 2 fois de la douleur et une fois, il n'y a pas longtemps, un truc incroyable, ça m'était pas encore arrivé ça. Donc il y a une fois où je me tords le genou dans mon rêve, je suis en train de courir et je me tords le genou, je sais pas pourquoi. Et je me réveille parce que vraiment j'ai mal, mais j'ai mal. Et en fait la douleur est restée, la douleur de manière vraiment intense et aiguë, elle est restée peut-être 5 secondes, après elle a disparu. Mais j'ai eu une gêne au genou pendant toute la journée et si je me rappelle bien, même encore un peu le lendemain, ça me gênait quoi. Mais la journée vraiment c'était vraiment difficile. Et je me dis, ouais, c'est quand même incroyable. Une autre fois où j'ai eu autre chose, où j'avais ma jambe qui se faisait écraser par quelque chose et je me suis réveillé en ayant mal au genou. Là, ça a duré par contre que quelques minutes. Après, c'est parti. Une fois que je me suis réveillé. ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans un avion avec quelqu'un qui commence à faire des loopings. Et des loopings. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Et je me réveille et j'avais la nausée, mais j'avais mon ventre qui était tout. Et ça, on va dire vraiment, toute la matinée, j'ai eu mon ventre qui était vraiment retourné comme si j'avais fait un. Je me dis, ouais, c'est incroyable. Après, pour tout ce qui est, donc du coup, en fait, les sensations, oui, ils peuvent être transférées. Tout ce qui est perspective thérapeutique, eh bien, on sait que donc il y a le traitement des cauchemars chroniques, le fait de prendre comment dire, le fait de prendre conscience de son, le fait de prendre conscience dans son rêve permet de venir transformer le rêve s'il y a un monstre qui nous suit ou quoi, ou par exemple, j'avais quelqu'un aussi qui me demandait aujourd'hui, par exemple, dans ses rêves, elle arrive jamais à parler.
Et bah, je fais Mhm. ok, bah, si tu deviens lucide, tu peux regarder. Peut-être que tu as un papier collant sur la bouche ou tu as autre chose qui t'empêche de parler, et juste tu enlèves ou tu regardes si t'as pas. Enfin, en fait, avec la lucidité, on peut vraiment du coup découvrir un peu ce qui nous bloque dans les rêves. C'est pour ça que pour les cauchemars, c'est incroyable. Il y a aussi la notion de juste avoir un meilleur sommeil parce qu'on attrape un meilleur rapport au sommeil. Moi, j'ai un ami qui avait beaucoup de comment on dit, d'insomnie et le fait de voir le sommeil comme quelque chose de ludique car il pouvait entraîner ses rêves, la lucidité, etc. Mais il avait beaucoup moins de stress en allant dormir. Donc ça, c'est aussi l'aspect thérapeutique pour ça. Et dernier, bah oui, donc au final, il y a tout ce qui est musculo-squelettique, comme j'ai dit, avec l'épaule. Mais ça, il n'y a pas encore eu d'études là-dessus. Moi, avec mes patients, je ne l'ai pas fait parce qu'il faudrait induire des rêves lucides par hypnose. Et quand je suis avec mes patients déjà comme ça, à part si j'aurais quelqu'un qui viendrait spécifiquement pour ça, peut-être un jour. C'est-à-dire, moi, je me concentre surtout sur, en général sur la kiné ou sur l'hypnose, donc sur la douleur, ou des fois j'ai d'autres choses, mais voilà. Et après, ben, il y a aussi la notion de paralysie du sommeil qui embête quand même 30% de la population. Et donc les personnes qui arrivent grâce au rêve lucide à, on va dire, prendre conscience plus de leur sommeil, de tout leur univers onirique, de ce qui se passe la nuit, de comment est-ce que en fait, une paralysie du sommeil peut arriver, comment est-ce qu'on passe dans les différentes strates de conscience, qu'en fait une paralysie c'est normal et que si jamais on ne stresse pas, les hallucinations qu'on a elles vont être positives et pas négatives. J'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant maintenant qu'en fait, le fait de ne plus avoir peur de faire des paralysies, ben, en fait déjà ils en font moins. Et en plus, s'ils en font, bah, ils refont juste un rêve derrière, ils se rendorment et ils s'en foutent quoi. Et franchement, c'est trop bien parce que moi, une paralysie, j'en ai fait une. Et en fait, vraiment, parce que moi je sais ce que c'est incroyable en vrai comme sensation. Je pense que ce qui est horrible, c'est les hallucinations qu'il y a sur le côté quand on a peur. Et oui, effectivement, donc on voit des ombres, etc. C'est souvent ce qui est décrit. Mais en vrai, personnellement, juste les sensations, c'est une attraction forte, incroyable. C'est la première fois de ma vie que j'avais ça aussi fort. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a cet aspect-là, et puis donc l'autre aspect qui moi je trouve est le plus intéressant. Enfin, donc, je prends deux aspects. Il y a plus le côté qui moi que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, c'est par exemple essayer d'aller chercher de nouvelles idées. Par exemple, on Mhm. sait que voilà, je pense que tu l'as vu comme je le disais, que Mendeleev a réussi à trouver dans ses rêves le tableau Mhm. périodique, que dans les Beatles, il y en a, je sais plus lequel, là, qui a réussi à trouver la musique Yesterday, il s'est réveillé, il a écrit. Et au final, ça c'est des rêves qui sont classiques, mais si on arrive à faire ça toutes les nuits ou en tout cas quand on veut pour venir trouver une idée et la faire, ça c'est génial. Et sinon, il y a l'aspect vraiment purement psychologique, développement personnel, où là, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir des périodes dans ma vie où j'étais assez bloqué en termes de réflexion, je savais plus trop où je devais aller, ce que je pouvais faire, etc. Et donc je fais un rêve, dans mon rêve je fais apparaître quelqu'un qui a toutes les réponses, une partie de mon inconscient, je lui pose des questions, j'ai une discussion avec cette personne, et quand je me réveille en fait, c'est comme si j'avais une discussion avec quelqu'un en fait qui avait toutes les réponses. C'est vraiment incroyable. Et donc plusieurs fois ça m'a vraiment aidé, je pense vraiment deux fois, trois fois, mais deux fois vraiment très très impactantes, où vraiment du jour au lendemain c'était comme si j'avais un peu une nouvelle vie, en tout cas comme si quelqu'un m'avait vraiment débloqué, juste parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a expliqué un truc qui est vraiment bien rentré dans ma tête, parce qu'en fait il a utilisé les bons mots dans le bon ordre, c'était incroyable quoi. Donc voilà. Parce que c'était toi, en fait. C'était moi. Donc, il Enfin, a utilisé les allez, bons c'est mots dans le ça. bon ordre pour toi. Bien Bah sûr. ouais. En fait, c'est mon inconscient qui Et sait exactement ce qu'il doit me dire. Donc voilà. ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand même un sacré truc. Mais bon, et après, ouais, au-delà de cette espèce de ressource infinie, en fait, ça devient une ressource infinie tout l'aspect thérapeutique qui me paraît super intéressant quand tu dis réapprivoiser le sommeil et tout ça. Euh, ouais, c'est un truc que moi j'ai vachement vu chez les gens qui font des insomnies parce que une activité de réflexologue, tu sais, donc Oui, il y a j'avais plein de vu. gens qui viennent me voir Tu disais. pour les insomnies. Et en fait, une grosse partie du travail, c'est pas tant la réflexologie avec ces personnes-là, c'est dédramatiser le fait de pas dormir, en fait. Et en général, ce que je leur dis, c'est moi, j'adore me réveiller la nuit parce qu'en fait, c'est un moment où tu es tranquille, où tu peux méditer hyper facilement et où, si tu laisses pas ta pensée s'en aller, tu peux te retrouver avec toi-même de façon géniale. Et en général, rien que ça change des choses, quoi. C'est exactement ce que tu racontes sur changer les cauchemars en quelque chose de positif, changer la paralysie du sommeil en quelque chose de positif, ces genres de choses, quoi. Et en fait, c'est juste un changement de point de vue, c'est ça que je trouve intéressant. Et donc, bon, là-dessus, les rêves lucides, c'est génial au Bien niveau sûr. thérapeutique, c'est fantastique. Après, tous ces gestes qu'on peut faire en rêve lucide et qu'on ramène parce que le cerveau a fait ce chemin-là et que donc il est capable de le refaire dans la réalité, moi, je trouve ça aussi génial, quoi. Bien sûr. Ça fait vraiment partie des trucs super intéressants et qui, à mon avis, permettraient justement comment dire,
de faire en sorte que la recherche sur les rêves lucides, elle soit encore plus prise en compte et plus suivie, quoi. Ouais. Donc Bah, ça, c'est super intéressant. ouais, moi, je dirais même au-delà de ça, c'est quand même, en fait, moi, c'est ce qui me. Je trouve ça incroyable et même moi, ça me frustre un peu et c'est pour ça que je continue là-dedans. Parce qu'au-delà du côté hyper stimulant intellectuellement que je trouve au rêve lucide pour comprendre la conscience, le rêve et comment se construit, il y a eu toute une période où je me suis renseigné sur les hallucinations, parce qu'au final, le rêve, c'est qu'une hallucination qui se condense. Enfin bref, c'est le côté où. La merde, quoi. C'est 30 ans de notre vie. Et c'est toutes Ouais, les nuits, les gens ils sont confrontés toutes les nuits, même ceux qui rêvent pas, c'est parce qu'à terme en fait ils ont juste perdu l'habitude de rêver, mais quand ils étaient petits ils rêvaient très certainement. Moi j'ai même un aphantasique qui avait fait ma formation, qui est venu me trouver, en fait lui il avait une aphantasie diagnostiquée, il n'avait jamais rêvé, et jamais jamais, et il n'avait même en visualisation jamais d'image, et avec tous les exercices que je lui ai donnés, donc qui est un ensemble de pratiques où on commence avec les tests de réalité, la visualisation sur certaines choses, et puis après les tests de réalité, plus des techniques du rêve éveillé et de l'imagination active de Carl Jung et Robert Dezeuil, le mec m'a envoyé un message en me disant qu'il avait rêvé pour la première fois et que maintenant il rêvait. Et alors qu'on lui avait ouais, attesté une fantaisie. Moi, je trouve ça incroyable. Et en fait, c'est toute une partie de la vie de tout le monde que tout le monde oublie. Et moi, c'est pour ça que je me dis, mince, allez, si on peut rendre la vie encore plus riche, autant trouver comment le. Parce que c'est pas ouais. comme si on rêvait pas et qu'il fallait s'entraîner pour rêver. C'est qu'en fait, si depuis qu'on est tout petit, on rêve, et bien en fait, tout simplement, on. Attends, je raccroche ici. Oups. Si jamais, depuis qu'on est tout petit, on rêve, et bien on continue à rêver. Même ceux ici, on va dire, qui rêvent pas, il y a quand même toute une partie de la population qui rêve, donc qui, quand elle va dormir, est confrontée à un univers qu'elle ne comprend pas, mais qui pourrait l'aider. Et il y a vraiment un effort risqué à faire pour réussir à en tirer des bénéfices qui sont ouf, que ce soit le côté ludique, le côté après créatif, enfin, plein de choses. Et donc moi, c'est ça, je me dis, bon, moi, personnellement, ça me ferait plaisir, c'est pour ça que je continue à travailler là-dessus, de réussir à rendre ça plus accessible, plus facile. Et quand je vois comment ça a transformé ma vie, ben, et je vois déjà ceux que j'ai pu aider avec ça, qui ont aussi une nouvelle version une nouvelle vision de la réalité, parce qu'en fait, c'est le plus incroyable. Je trouve que le but, c'est pas de faire des rêves lucides tout le temps, toute sa vie. Ce serait bien si c'était facile. Moi, je crache pas dessus. Si tous les soirs, je pouvais faire des rêves incroyables, voilà. Le problème, c'est que pour le moment, ça demande quand même un travail, une rigueur qui fait que des fois, on n'a pas le temps. C'est pour ça que plus tard, j'aimerais que ce soit plus accessible. Et je trouve que le mieux, c'est en fait de juste faire ça pendant une période pour faire un super rêve lucide incroyable qui fait qu'en fait, on se rend compte, ah ouais, la vie, elle est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Parce que se retrouver, je sais pas, Mhm. pendant 20 minutes dans un univers qui n'est absolument pas réel, qui est 100% créé par notre tête, et où en fait on peut faire absolument tout ce qu'on veut et où tout est réel comme dans la vraie vie. C'est une deuxième vie pendant la nuit où on peut explorer plein de choses et améliorer l'autre, qui a vraiment un effet vaste communicant d'une à l'autre. Et je trouve que c'est vraiment un champ de recherche qui mériterait, comme tu dis, d'être beaucoup plus exploré. Parce qu'il est là, quoi, il est présent. Ouais, 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 c'est ça. C'est même incroyable enfin bon, que ce soit pas plus étudié, quoi. Mais bon, ouais, 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 ouais. Moi, je trouve ça génial, hein. En fait, je trouve ça vraiment génial qu'on puisse l'approcher, qu'on puisse le développer, qu'on puisse comprendre de mieux en mieux comment ça se passe, etc. Ouais, je trouve ça super. Je vois l'heure qui tourne et en fait, j'hésite à refaire une réunion euh, au-delà, mais après, tu as, peut-être d'autres trucs à faire aussi et je sais pas. J'avais prévu jusque 16, je te dis ça tout de suite, parce que peut-être que mon rendez-vous d'après, la personne peut le. Attends, je te dis ça. En fait, j'aurais bien aimé que tu parles tu sais, justement, avec tout ce truc autour du shifting des jeunes et tout, il y a vachement d'adultes, en fait, qui se posent des questions sur la dangerosité du shifting, etc. Et donc, j'ai regardé un petit peu des articles là-dessus. Ok. Et en fait, je pense que c'est intéressant qu'on ait ton point de vue là-dessus, sur le fait il y a des jeunes qui construisent un tel univers à côté, ou dans lequel, par exemple, ils se marient, ils ont des enfants, etc. Et j'ai lu des trucs sur le fait que quand ils revenaient, en fait, c'était de plus en plus difficile pour eux de revenir dans la réalité actuelle, parce qu'ils laissaient, entre guillemets, une famille, ils laissaient des enfants, ils laissaient tout un univers, en fait, qu'ils avaient créé. Donc il y a cette part-là, et il y a l'autre part qui est est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné j'avais vu, tu vois, des vidéos, par exemple, d'une nana en Espagne qui disait que quand elle était dans la réalité, il y avait des moments où en fait elle se disait qu'elle sortait sa baguette magique comme dans Harry Potter, et puis elle se disait, bah non, j'ai pas de baguette sur moi, je suis dans la réalité, enfin, tu vois, il Ouais. y avait confusion.
Et donc, il y a quand même toute une interrogation. On peut dire que c'est pas dangereux, etc. Je suis pas allée là-dedans du tout dans mes recherches, mais je pense que c'est quand même important d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a étudié le truc, qui fait des rêves lucides beaucoup, etc. Tu vois, d'avoir bien ton sûr. avis sur ce point de vue-là. Alors, est-ce que c'est dangereux pour les enfants ou quoi? Bah, en fait, enfin, pour même les gens qui pratiquent, je pense que c'est comme pour tout, tu vois. Par exemple, c'est un peu quelqu'un qui aura Est-ce qu'il y a un côté plus addictif à ça qu'à autre chose? Que par exemple, un enfant qui deviendrait accro aux jeux vidéo, qui ferait que de jouer 8 heures par jour aux jeux vidéo et qui aurait après, enfin voilà. Est-ce que c'est plus dangereux que les téléphones? Est-ce que par exemple, c'est plus dangereux que quelqu'un qui va apprendre des recettes de cuisine et puis qui va vouloir manger à fond puis qui va choper un diabète ou quelqu'un qui est déjà diabétique et qui va vouloir manger beaucoup? Je sais pas. En fait, la question, elle est quand même compliquée. Parce que oui, je peux comprendre éventuellement que ce soit dur pour certaines personnes, peut-être de... Enfin, je sais pas. En fait, je me dis que peut-être il y a des gens à qui ça arrive, mais je pense que c'est vraiment une minorité. Enfin, je pense pas, de manière générale, quand je vois autour de moi toutes les personnes à qui j'ai déjà parlé qui s'intéressent à tout ça et puis qui ont déjà eu ces expériences-là, c'est vraiment une extrême minorité. La fille qui va peut-être dire qu'elle sort sa baguette dans la vraie vie et que voilà, est-ce que vraiment ça lui est arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de storytelling pour faire croire que, parce que on sait que voilà, quand les ados sont très très jeunes, il y en a plein qui s'inventent des vies pour plein de raisons. Euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et puis aussi, c'est ça qui est dur avec le rêve lucide, c'est qu'au final, si quelqu'un dit, oh, moi tous les soirs je fais des rêves lucides et qui raconte plein d'histoires incroyables et qu'en fait, si ça se fait, le mec n'a jamais fait de rêve lucide et n'a jamais rien fait, bah, personne n'a de preuve. En fait, c'est ça qui est compliqué avec tout ça et que c'est surtout basé sur des croyances. Euh, la seule chose que je crois, et c'est possible, c'est est-ce que la modification de fréquence d'onde cérébrale qui résulte du déclenchement de la lucidité ou du shifting dans le rêve pourrait apporter une sorte de modification au sommeil qui ferait qu'en fait le sommeil serait moins réparateur. Déjà, les gens qui disent faire des rêves lucides et être fatigué le matin, c'est pas en général, c'est pas du tout le rêve lucide qui va faire qu'ils soient fatigués le matin. C'est parce que comme une des techniques d'induction du rêve lucide, c'est de rester en fait, de rester éveillé pendant un petit moment et de couper sa nuit en deux. Et en fait, l'interruption de sommeil, on le sait, provoque des rêves lucides. Et donc, enfin, a plus de chances de provoquer des rêves lucides. Et donc, on le sait, par exemple, si quelqu'un va avoir une nuit agitée avec quelqu'un qui va les réveiller plusieurs fois, un animal de compagnie qui va les réveiller plusieurs fois, ou même un enfant. Les gens, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent, une fois qu'ils ont les enfants, qu'ils recommencent à rêver. Ben, en fait, ils vont être fatigués le matin parce qu'ils vont faire des rêves lucides, mais c'est pas le rêve lucide qui les a fatigués, c'est parce qu'ils ont eu une nuit de merde et qu'en fait, du coup, ils ont été réveillés et donc le sommeil interrompu. Et ils ont eu un rêve lucide par conséquence de ça, mais ce qui les fatigue le matin, c'est la nuit de merde, c'est pas le rêve lucide. Donc, parce que moi, la manière dont je le fais, toujours des témoignages que j'ai autour de moi, des personnes à qui j'apprends à faire le rêve lucide de la bonne manière, on va dire, et ben en fait, ils ne sont pas fatigués le matin. Et même moi, j'ai l'impression que quand je le fais, du coup, personnellement, et pareil avec Don Matteo et toutes les personnes que je connais, en fait, faire un rêve lucide et se réveiller d'un rêve lucide, on a déjà un peu comme le cerveau qui est un peu pré-échauffé. Donc il y a une notion en fait de j'ai pas l'inertie de sommeil comme quand on peut se réveiller et puis être complètement déphasé parce que en fait on est conscient puis en fait on ouvre les yeux on est conscient comme avant donc il y a pas de transition donc ça c'est super chouette. Après est-ce que c'est dangereux de laisser un univers derrière soi ou quoi comme ça? Franchement je reviens là-dessus je suis pas persuadé hein. Je pense que vraiment il y a peut-être des personnes qui ont des giga facilité à dissocier à faire de la déréalisation etc. Et je pense que pour ces personnes-là, c'est pas le rêve lucide qui est dangereux, c'est un peu absolument potentiellement tout et n'importe quoi. Quelqu'un va lire un univers ou je sais pas un jeu vidéo, il va complètement être dedans, complètement être bloqué dedans. Et j'aurais même envie de dire que, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle disait qu'elle n'aimait pas trop les rêveurs lucides. Je ne sais plus si c'était elle ou quelqu'un d'autre, mais bon, toi qui travailles avec elle, si elle écoute l'interview, elle te le dira, je pense. Cette notion de à vouloir rêver lucidement, il faut être maniaque du contrôle et de tout contrôler, parce qu'au final, on peut tout contrôler les choses. Moi, je trouve que justement, c'est incroyable, parce qu'en fait, le fait d'être dans un univers où on peut tout contrôler, à la longue, on se rend compte que tout contrôler, ça n'a
aucun sens. Aucun sens. Et en fait, c'est chiant. Enfin, moi, c'est ma vie de tous les jours. C'était comme mes rêves lucides où je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, claquer des doigts, voler, aller par là. Je fais... C'est trop chiant. Et c'est pour ça, c'est la même raison. Par exemple, je prends une métaphore avec les jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo et faire la difficulté du jeu et galérer sur les niveaux, on est content quand on les réussit. Si on commence à jouer aux jeux vidéo avec les cheat codes et qu'on commence à avoir argent illimité, pouvoir illimité, bah, le jeu, en fait, on l'arrête très très vite, très souvent. Et en fait, je trouve que ça aussi, c'est un truc super intéressant avec le rêve lucide. On se dit très souvent qu'on aimerait bien plus contrôler les choses, etc. Et en fait, ce qui est bien et ce qu'on apprend avec ça, c'est que ce qui est bien, c'est de se battre pour avoir plus de solutions dans sa vie, d'améliorer sa condition pour se sentir mieux, mais qu'au final, contrôler les choses, si on pouvait faire ça, ce serait giga chiant. Donc ça, c'est un peu mon truc là-dessus. Et il y a aussi une autre théorie qui vient de Matthew Walker, qui étudie le sommeil là, qui disait que, en fait, si jamais le rêve lucide c'était dangereux, qu'il y aurait des problèmes avec ça, on aurait eu dans la littérature plus de notions de personnes qui, avant, auraient fait plus de rêves lucides et que ça se serait perdu avec le temps, comme en fait quelque chose qui aurait fait que tous ceux qui font des rêves lucides, ben, en fait, ils ont un moins bon sommeil et en fait, avec le temps, ben, juste, ils ont plus de maladies, donc ils meurent, donc voilà. Donc en fait, il y aurait moins de rêveurs lucides. Or, on se rend compte que c'est pas tellement le cas, que même à la limite, potentiellement, c'est l'inverse, que là maintenant, on en a plus en plus, peut-être parce que ça se diffuse d'informations, que c'est des techniques qu'on n'avait pas avant, on ne sait pas. Et potentiellement, lui, il disait que le fait de rêver de manière lucide, en fait, ce serait plus une sorte de next step de l'évolution. Que peut-être plus tard, tout le monde rêvera de manière lucide. C'est peut-être la prochaine évolution de la conscience. On n'aura même plus besoin de s'entraîner à le faire parce que tout le monde le fera. Et donc, peut-être, c'est comme où, enfin, voilà, c'est à voir. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je pense franchement, pas que c'est dangereux. Je pense que les gens qui ont des difficultés avec ça, c'est par exemple pour les enfants, bah, c'est aux parents à faire attention à ce que les enfants consomment. Si on voit qu'un enfant est trop sensible, on ne va pas le foutre dans la cage au lion directement. Si on voit qu'un enfant a déjà du mal à distinguer le réel de la réalité plein de fois, est-ce que c'est une bonne idée qu'il pratique ça? S'il s'enferme là-dedans, c'est une forme d'addiction comme une autre. Je pense qu'il doit y avoir une éducation là-dessus, mais je pense même pas parce que c'est tellement léger. C'est comme prendre vraiment un cas dérisoire et faire de ça une généralité. En plus, certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui croient leur rêve, du coup, au sens propre du terme, pour la réalité. Comme je dis, moi je me rappelle en secondaire, et je pense que c'est pas rare, dans chaque école un peu vers cette tranche d'âge-là, il y a toujours par exemple une personne qui invente qu'elle a le cancer pour avoir de l'attention en fait, et puis on se rend compte après que c'est pas vrai. Et là, est-ce que quelqu'un qui veut faire croire quand il est plus jeune qu'en fait il a le pouvoir et qu'il confond la réalité de check et qu'il peut contrôler ses rêves, est-ce que c'est pas un moyen aussi d'avoir de l'attention? Parce que vraiment, pour avoir vraiment rencontré plein de gens. Et dès qu'ils ont des difficultés, dès qu'ils ont des facilités, parce que moi je ne me considère pas comme une personne ayant des facilités à faire des rêves lucides. J'en ai toujours fait, mais ça se serait toujours arrêté au même niveau si je n'avais pas travaillé pour réussir à les faire durer plus longtemps, à faire plus de choses. Je pense que les gens qui ont vraiment des facilités, qui font des rêves tous les jours, j'en ai rencontré plein. Et il y en a quand même vraiment, en fait, j'ai jamais eu j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup, parce que j'ai des idées d'abonnés qui m'ont envoyé des messages où ils m'ont dit que ça leur arrivait un peu, puis en creusant un peu, c'était un peu, voilà, c'était pas vraiment ça. Mais des gens qui ont des facilités à faire des rêves lucides, je n'en connais pas qui ont eu vraiment ce côté, voilà. Ou alors, par exemple, Mathéo, je ne sais pas s'il l'a dit, mais lui, il a l'ermite des songes, donc il y avait ce côté où il a appris les rêves lucides au début pour réussir justement à fuir la réalité, parce qu'il préférait la vie dans ses rêves que la vie en vrai. Après, ça s'est inversé. Je pense que justement, à un moment, il y a la balance qui se fait. C'est comme une étape de vie. Enfin, moi, j'ai jamais trop eu cet aspect-là. Je pense que, en tant que grand fan de jeux vidéo et d'univers un peu magiques comme ça, j'ai toujours aimé être dans des univers magnifiques comme ça et pouvoir explorer plein de choses avec des scénarios incroyables. Mais j'imagine que chacun doit avoir sa motivation pour ça. Aussi, le fait potentiellement que ce soit pas mal de personnes qui sont un peu dans un état dépressif, qui vont se réfugier dans les rêves lucides, parce que c'est souvent le cas de ce que je vois. En fait, c'est lié au fait que potentiellement, les antidépresseurs qui vont jouer sur la sérotonine, on sait que la sérotonine va pouvoir provoquer un rebound effect dans le cerveau, donc il va faire que, en fait, on va avoir des phases, ça va bloquer les phases de REM sleep en début de nuit, ce qui va les accentuer à la fin. Donc en fait, il y a plein de gens qui commencent à prendre des antidépresseurs et puis qui après commencent à faire plein de rêves lucides parce qu'ils ont un impact sur leur sommeil. Et donc aussi, est-ce qu'il n'y a pas ce truc de, bah oui, des fois il y a des gens, ils sont dans les rêves lucides et ils commencent à se sentir mal, la réalité elle est moins bien que le rêve, mais déjà avant de rencontrer ça, c'est un peu comme si quelqu'un était giga dépressif et qui rencontrait en fait un jeu vidéo qui est incroyable et en fait du coup il passe sa vie là-dedans. Donc en fait il y a toutes ces notions-là qui sont à prendre en considération, sinon vraiment
pour le côté dangereux, à part potentiellement cette modification de fréquence d'onde cérébrale, mais je rejoins la théorie de Matthew Walker aussi, vraiment c'était un problème, je pense que là maintenant il n'y a personne qui le ferait. Bon voilà, c'est ma théorie. Ouais. Ça rejoint un peu ce que disait Mathéo justement mais je crois que c'était pas dans l'interview, c'était dans une vidéo qu'il avait sortie, en fait, sur le fait que si les gens vont croire que c'est dangereux au départ, alors le rêve lucide va devenir, parce qu'ils vont mettre dans le rêve lucide des choses qui vont les agresser ou tu vois, ils vont construire leur rêve lucide avec la peur Bien sûr. de la dangerosité. Et lui, il dit, comme c'est un truc d'imagination, si tu es persuadé que ça peut être dangereux, ben oui, effectivement, tu vas pouvoir faire apparaître des choses dangereuses dans ton rêve ou des choses comme ça. Et je trouvais ça vachement intéressant ce qu'il disait parce que justement, il y avait cette idée. C'est pour ça que j'aborde ce truc de la dangerosité entre guillemets du rêve lucide avec vachement de pincettes. C'est que je suis assez d'accord avec lui pour dire que plus on va projeter sur une pratique des problèmes potentiels et plus ces problèmes-là ils vont pouvoir prendre corps, quoi. Et justement dans le rêve c'est comme dans la réalité en fait on a tous une vision différente de la réalité et si tu projettes du danger partout dans ta réalité, en fait tu vas en voir partout aussi, quoi. C'est la même chose. Bien sûr, c'est pour ça que c'est de la suggestion et je pense qu'il y a de l'éducation à faire là derrière. Moi je trouve que là où c'est encore plus frappant au-delà des rêves lucides, c'est les paralysies du sommeil. C'est un peu, moi je prends l'exemple, c'est pour ça que j'aime bien en parler parce que j'ai une amie qui a eu, elle est albanaise et en fait, en Albanie, on ne parle pas des menstruations. Et elle, c'est donc ses premières règles. En fait, elle a eu peur. Elle a cru qu'elle faisait une hémorragie, qu'elle allait mourir, etc. Et donc, en fait, elle a eu parce qu'on n'en parle pas. Donc, première fois que ça arrive, ça fait peur. La paralysie du sommeil, c'est pareil. Il faut imaginer qu'on ne parle jamais aux enfants de ça. Un enfant qui se réveille la nuit, qui est paralysé, qui ne sait plus bouger, il a peur et ça crée des hallucinations négatives. Si jamais aux enfants on leur expliquait que ça pouvait arriver, que la nuit, ils vont se réveiller et ils vont pas savoir bouger, ils vont avoir plein de picotements partout, ça va être super marrant et ils vont voir que s'ils pensent et qu'ils commencent à se concentrer sur des trucs rigolos, ils vont voir plein de trucs rigolos arriver. Mais je suis sûr qu'en fait, la paralysie du sommeil, il n'y aurait pas du tout d'hallucinations négatives. Il y aurait des hallucinations qui sont en fait positives, comme on arrive à le faire quand on les maîtrise, comme Mathéo le fait, comme j'ai déjà fait. Voilà, pour moi c'est ma théorie, quoi. Ouais, mais enfin, c'est sûr, dans la mesure où on est justement créateur de notre réalité, même dans la réalité tangible, on va dire, ça me paraît évident. Moi, c'est rigolo parce que cette histoire de paralysie du sommeil, comme j'avais lu ces trucs-là, en fait, apparemment, c'est une phase normale de l'endormissement, c'est ça. Ce que j'ai compris. Enfin, et en fait, il y a juste le fait d'être conscient qui n'est pas normal, entre guillemets, au moment de la paralysie. Et que c'est une phase dans laquelle on est tous à un moment donné du sommeil, dans une des phases du cycle du sommeil. Et quand j'en ai parlé avec des copains autour de moi, en fait, il y en a 3, je sais pas les 5 qui étaient là, qui m'ont dit ah ouais mais c'est horrible, ça m'arrivait vachement à un moment donné. Et puis souvent c'est à l'adolescence ou des choses comme ça. Et en fait, je me rendais compte que ils ne savaient pas du tout ce que c'était que cette paralysie du sommeil et ils étaient restés avec l'idée avec des très mauvais souvenirs de ce que c'était, quoi. Ouais. Donc effectivement, ça fait partie des choses et j'imagine que c'est hyper simple à ce moment-là, effectivement, d'imaginer des monstres, des trucs, des machins qui t'attaquent. Et voilà, quoi. Donc c'est sûr que ça fait encore partie des choses qui seraient intéressantes c'est intéressant d'en parler, justement, que les gens soient au courant, quoi. Bien sûr. Après, j'ai une dernière petite question qui vient un peu des travaux de Castaneda sur l'art de rêver. En fait, lui, il parle beaucoup de l'énergie qui est nécessaire pour arriver à passer les différentes portes. Lui, alors, en fait, quand je vois les descriptions des rêves lucides, ça me paraît être le passage de la première porte. C'est vraiment ça qu'il décrit. En fait, il fait les mêmes tests de réalité, etc., que ce qui est décrit par les gens aujourd'hui des rêveurs lucides. Après, il parle de passer une deuxième porte qui est en fait à l'intérieur du premier rêve, traverser quelque chose, soit ouvrir une porte du premier rêve et arriver dans un autre univers. Et donc, ça, c'est une deuxième porte, etc. Et il parle beaucoup de l'énergie qui est nécessaire pour se maintenir dans un rêve, tu vois,
se maintenir au-delà d'une certaine porte du rêve. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti comment dire? C'est sans doute pas vraiment évident de l'identifier. Ah, si, Que, si, je vois complètement, je ouais. vois complètement de quoi il parle. Ouais. Oui, Et comment dis-moi. ouais, comment tu décrirais ça? Ça m'intéresse pour mes comparaisons avec ce que dit Carlos Castaneda de ces différents passages, en fait. Ouais, Comment tu le décrirais? je dirais qu'en fait, peut-être c'est une notion de ça prend de l'énergie mentale, de la place mentale, de tout le temps se conditionner à le soir se préparer à faire un rêve lucide. Parce que c'est vrai qu'en fait, si on se prépare pas trop le soir à en faire un, en fait, le problème c'est que quand on va devenir lucide, il va y avoir une forme d'excitation qui va faire que soit on va faire n'importe quoi et du coup on va pas on va se réveiller ou alors on va complètement oublier de stabiliser les rêves et du coup on va se réveiller aussi. Et donc en fait, je sais pas trop en fait s'il y a vraiment une notion de que ça prend de l'énergie. En plus cette notion de porte, est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Moi j'ai jamais vu de porte, hein. J'ai déjà franchi des niveaux de lucidité voilà comme un continuum hein, toujours, mais j'ai jamais vu de porte ou quoi. Donc je pense que peut-être lui c'était dans son inconscient à lui que ça se passait comme ça. Peut-être que ça se passe dans l'inconscient comme ça de d'autres personnes, je sais pas. Par exemple pour le fait de faire durer le rêve. Oui, effectivement, il y a cette concentration de vouloir le faire parce que sinon le rêve se devient tout noir. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas moi. Au début, je pensais que c'était ça. Et au final, j'ai trouvé des techniques comme par exemple celle de tourner sur soi-même, qui fait que quand on tourne sur soi-même, on stabilise le rêve. Et ça me demande pas d'énergie. Juste, bah, le rêve s'assombrit. J'ai pas besoin de forcer pour le maintenir. Juste, je tourne. Et en fait, ça devient clair. Et ça a l'air d'être assez universel que le mouvement crée en fait cette stabilité dans le rêve, liée apparemment au fait que euh, certaines structures qui seraient liées à l'oreille interne seraient liées également aux structures qui vont être responsables de la production de sommeil paradoxal. Donc, est-ce que, enfin, moi en tout cas personnellement, maintenir un rêve, ça me demande de la technique, c'est-à-dire que si je le prépare pas avant, tourner sur moi et tout, je vais complètement oublier de le faire. Si là maintenant cette nuit je me dis je vais juste dormir comme ça, que je fais un rêve lucide, je vais commencer à marcher, puis je vais oublier en fait que ah oui mince, c'est vrai que si je veux le faire durer plus, il faut que je tourne sur moi-même, il faut que je me calme d'abord, que je me pose et tout, que je commence pas à essayer de voler, d'aller partout, etc. Euh, mais en fait, quand on est préparé, c'est juste de la technique, c'est pas tellement de l'énergie au sens qu'on pourrait dire vraiment physique ou mental, de devoir demander de la concentration, de devoir, comment dire, de l'effort physique. La concentration, pour moi, elle se fait avant, mais c'est pas ça qui va vraiment épuiser. Sauf si du coup, là, on arrive dans la notion en plus ésotérique où on dit que ça prend de l'énergie à son âme de maintenir une conscience comme ça, parce que j'avais déjà lu des trucs comme ça aussi. Moi, personnellement, la seule fatigue que je retiens, c'est celle des personnes qui me disent ah oui, moi quand je le fais, voilà. Et puis, enfin, moi quand je le fais en rêve lucide, voilà, je suis fatigué le matin. Et puis quand je regarde un petit peu, c'était des personnes qui ils se levaient pendant une demi-heure pour aller rendormir leur bébé. Puis après, ils retournaient se rendormir. Et pouf, ils font un rêve lucide. Ils disent ah, je suis fatigué. Oui, mais t'as fait quoi? Oui, mais c'est parce que maintenant j'ai un enfant. Ah, bah ok. Et du coup, on voit un peu plus qu'il y a ces mécanismes-là. Mais je rejoins pas trop cette notion énergivore du rêve lucide, on va dire. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Ouais, j'aime bien l'histoire de tourner sur soi-même. En fait, c'est parce que tu tournes sur toi-même dans le rêve, j'imagine. Ah, c'est ça. C'est pas en réalité. Et donc, en fait, Dans le rêve, ouais. Non, mais c'est ça, Non, c'est mais ça qui est génial. t'as raison, je rigole parce que j'ai des abonnés moi qui m'ont dit qu'en fait, quand ils sont devenus lucides, ils se sont réveillés, ils ont Ils ont tourné dans leur tourné. chambre et puis après ils se sont retournés se rendormir. Je fais ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est assez rigolo. Mais ce que je trouve génial, c'est que quand tu parles du mécanisme de l'oreille interne, etc., ça veut dire que quand tu tournes sur toi-même dans ton rêve, en fait, tu actives la même chose que quand tu tournes sur toi-même. Enfin, Ouais, c'est fou, ça crée un conflit parce que du coup ouais, ton endolymphe, donc le liquide dans ton oreille interne qui va faire que en fait tu vas avoir l'impression de tourner ou pas, ben, il va pas te bouger dans la réalité, mais il va bouger un peu dans ton rêve. Et donc il y a peut-être ce truc-là qui c'est après ça. joue avec les zones liées au REM sleep, au PGO wave, enfin bref. Donc à voir, on ne sait pas encore exactement. Il y a eu une étude là-dessus qui maintenant est hyper difficile à trouver. Il faut même aller dans les archives de Google sur l'ancien site de Stéphane Laberge. Mais enfin, c'était super intéressant. Et donc il y a ça, il y a le fait de frotter ses mains aussi, avec plein de théories de pourquoi est-ce qu'une stimulation kinesthésique peut venir maintenir le rêve plus stable. Mais au-delà d'une technique et d'une concentration, pas trop énergivore, quoi. Ok, ouais, ouais, vraiment, c'est super intéressant.
Juste, alors ben, je finis avec ça, Je t'en prie. et c'est juste que, en fait, toujours Carlos Castaneda, en fait, lui, l'explication qu'il reçoit de Don Juan, là, son maître sorcier, en fait, l'explication qu'il reçoit de ces changements d'univers, etc., de son voyage pendant le rêve, c'est il estime en fait que l'homme, c'est des faisceaux d'énergie avec un point d'assemblage. Donc en fait, il y aurait un point d'assemblage qui nous ferait voir la réalité d'une certaine manière, énergétiquement parlant. Le point d'assemblage, il pourrait se déplacer, tu vois, et que en fait, du coup, il pourrait, si tu maintiens ton point d'assemblage dans un rêve, eh ben, tu arrives à rêver plus longtemps. Est-ce que ça te parle, ça, le point d'assemblage, un point d'assemblage énergétique? Comme si on était des filaments, en fait, qui constituent un œuf, Ouais. et il y a un endroit où ça s'assemble, en fait. Alors, ça me parle si je le relis à d'autres choses sur lesquelles je me suis renseigné, mais qui ne sont pas du tout. Mais moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai du mal parce que, par exemple, lui, il va dire que le point d'assemblage, il est là. Un autre, il va dire que le point d'assemblage, il est là. Un autre, il va dire que le point d'assemblage, il est là. Et moi, ces trucs-là, j'ai du mal, en fait, quand j'ai plusieurs informations qui sont différentes. Le révisit, ce que j'aime bien, c'est que partout sur la Terre, en tout cas en tant qu'humain, alors, on peut s'endormir et rêver consciemment. Partout sur la Terre, je prends une pomme, je la lâche, elle tombe. Et donc en fait, il n'y a pas de ah oui, mais là-bas, en fait, elle va tomber, mais comme ça. Enfin, comme les chakras par exemple. Je m'étais renseigné là-dessus, je me dis ah, c'est peut-être intéressant. Et puis je vois, je lis et qu'en fait, chakra du cœur, là c'est 430 Hz, celui-là c'est 500 Hz là-bas, alors que c'est le même. Là-bas, il a cette couleur-là, là-bas, il a cette couleur-là. Je fais ok, il y a peut-être un truc super intéressant avec les chakras qui d'ailleurs est plus ou moins prouvé maintenant. Hein. Eux, ils disent que c'est les centres énergétiques. On se rend compte que les chakras sont au même endroit que les plexus, qui sont des amas de nerfs qui créent des centres énergétiques dans le corps. Nerfs énergie. Donc, il y a un truc anatomique, neuroanatomique qui est similaire, mais c'est toutes ces notions, un peu comme ici Castaneda avec le centre énergétique, ouais, de points de je sais pas quoi de ralliement, où en fait pour un ça va être quelque chose, pour un autre ça va être différent, et moi j'arrive pas à me retrouver dans tout ça et à faire quelque chose de cohérent, et l'incohérence c'est un truc où je vais pas trop dedans. Donc voilà, Ouais, ouais, ouais. mais voilà, je passe à répondre à ta question, mais donc non, je ne connais pas. Ouais, 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 mais c'était juste pour avoir, tu vois, pour savoir si ça t'évoquait quelque chose ou pas du tout. Et en fait, c'est encore un truc différent, effectivement, moi, je prends pas tout pour argent comptant, hein, Ah bien sûr, bien sûr, bien c'est sûr, bien juste, sûr, tu j'imagine. vois, c'est juste de savoir si, ben, voilà, si ça t'avait parlé, tu vois, ou si tu m'avais dit, je sais pas, ah bah ouais, effectivement, je Ouais, ressens ça comme ça. Mais si c'est pas le cas, c'est aussi intéressant pour oui, moi. oui, oui. Alors plus dans des notions de projection astrale, parce que je connais des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Comme je te dis, même si moi je sais pas trop me positionner par rapport à ça, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage, enfin deux, trois, qui sont vraiment calées là-dedans. Et eux, effectivement, ils m'ont déjà parlé de ces notions-là. Mais moi, à part ça, en tout cas pour le rêve lucide surtout, ça ne me dit rien. Ok, Voilà. ok, ok. Bah, super intéressant. C'est vraiment top du top. Génial. Si tu peux m'envoyer l'enregistrement, c'est Bien sûr, super je cool. t'enverrai. Et ouais, et écoute, je pense que. Est-ce que tu as fait une vidéo où tu racontes un rêve lucide du début à la fin? Est-ce que tu as Euh, fait ça? Un de oui, tes rêves lucides? Oui, tu peux aller sur. Il y a mon podcast, le podcast Lucide sur Spotify, où là je raconte justement mon expérience de mes rêves qui ont duré plusieurs années. J'explique ma Ah, théorie, pourquoi yes. commun. Donc voilà, c'est mon premier épisode que j'ai sorti. Je sors le deuxième demain normalement. Donc voilà. Ok. Et est-ce que si je l'utilise pour le mémoire, est-ce que ça t'embête ou est-ce que je peux reprendre ce que tu racontes là-dedans, dans ce... Après, il faut être conscient que ce que je dis dans mes vidéos ou dans le podcast, il y a, ce serait pas aussi précis que ce que je pourrais avoir dans autre chose parce qu'il y a une forme de vulgarisation. Mais voilà, celui-là, il y a des notions intéressantes. Tu peux prendre, oui, celle que tu veux, bien sûr. Il est sur Internet, comme tu veux. Ok. Tac, 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 tac. Ouais, parce que sinon, parce que du coup, tu me dis, ouais, ça serait plus précis si tu me le disais autrement. Enfin, tu vois, si tu le disais pour le mémoire, en fait,
d'avoir un rêve lucide du début à la fin, un récit de rêve lucide du début à la fin, ça serait vraiment génial. Mais je sais pas si ça me paraît vachement contraignant pour toi de le raconter. Non, bien sûr, parce que du coup, je vais être en retard à mon prochain truc, mais je peux vite te faire rapidement. En fait, mon premier rêve lucide, celui qui a vraiment du coup changé ma perception des choses, parce que donc avant, j'avais un problème qui était que je n'arrivais pas à rester longtemps dans un rêve lucide. À chaque fois, ça durait 2-3 secondes, et donc c'était très embêtant. Et donc du jour au lendemain, en fait, j'ai trouvé la technique qui fait qu'on peut rester plus longtemps dans le rêve avec d'autres techniques. Et en gros, j'ai fait un rêve lucide où là, donc je fais mon rêve. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à nouveau, ça devient tout sombre. Et je fais donc un faux réveil. Donc un faux réveil, je me réveille de mon lit. Je crois que je suis toujours en train de, je crois que je suis réveillé alors que je suis toujours en train de rêver. Quand tout devient sombre, bon, je suis pas très content, je suis un peu en train de râler. Je me dis mince, c'est encore raté et tout. Et la technique, j'ai même pas eu le temps de la faire. Donc bref. Je descends mes escaliers, j'arrive dans mon salon, je vois mes parents en train de parler. Et mes parents, en fait, ils sont en train de parler avec le voisin. Et je leur parle, mais ils ne réagissent pas. Et je me demande pourquoi. Quand je regarde dehors, je vois qu'il neige. Je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi il neige alors qu'on est en juillet? Et donc là, je vois qu'ils réagissent toujours pas. Et je regarde mes mains et je vois que mes mains n'ont pas, du coup, n'ont pas 5 doigts. Et là, incroyable parce que du coup, je n'ai vraiment vu aucune différence, même pas la vision un peu floue ou quoi avec la réalité. C'était incroyable. Et du coup, après, là, je suis sorti. Et quand je voyais que ça commençait à devenir un peu flou ou quoi, je tournais sur moi-même et puis je continuais à avancer. En fait, j'ai passé mon rêve à toucher le sol, parce que j'étais dans ma rue, j'étais près de chez moi, hein, j'étais vraiment pas loin, vraiment dans un univers à côté de chez moi. Je touchais le sol, je regardais un petit peu tout. Et j'étais vraiment impressionné de voir. Et là, limite, c'est moi qui ai forcé pour me réveiller parce que ça me faisait un peu peur voilà, d'être, comment dire, de rester coincé dans un rêve. Parce que c'était la première fois. Ouais. Là, c'est la première fois que je restais si longtemps. Je me suis dit, bon, bah ça y est, voilà, j'ai toujours voulu rester longtemps. Maintenant, je suis coincé. Et en fait, du coup, j'ai forcé pour me réveiller. Je me suis réveillé. On peut pas rester coincé dans un rêve, évidemment. Voilà, voilà. Ok. Ok. Ouais, je t'avais entendu parler de ça dans une interview sur YouTube, il me semble, et c'est super rigolo comme expérience. Ok. Euh, Voilà, enfin, si tu as des questions pour après, n'hésite pas à me les envoyer. Moi, je vais devoir y aller impérativement. ouais. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Et en tout cas, Autant c'est. Hmm. je te mets un mail si jamais je pense à des trucs auxquels on n'a pas pensé, mais c'était super déjà. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir, hein. Franchement, n'hésite pas, et c'est trop bien qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'intéressent à tout ça. Ouais, c'est Et puis chouette. voilà. Passe une bonne journée. Bah, écoute, ouais, bonne continuation à toi. Merci tout plein pour ces multiples réunions. Avec plaisir, avec plaisir. Je t'envoie tout ça dans demain soir ou ce soir ou quoi. Ça va? Aucun souci, quand tu peux. Ok, C'est ça va. nickel. Merci beaucoup, Ciao, ciao, Stéphane. avec Ciao. plaisir. Ciao, ciao.